Et si je vous disais qu'une sphère métallique parfaitement ouvragée, enfouie en Colombie, pourrait avoir 12 000 ans et que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer son existence? Et si, en ce moment même, un objet d'un rouge flamboyant venu de l'extérieur du système solaire fonçait vers nous, défiant toutes les lois que nous pensions que les comètes devaient respecter? Et si je vous disais que ces deux mystères impossibles ne sont pas indépendants, mais qu'ils pourraient en fait être en train de communiquer l'un avec l'autre, en ce moment même? Vous entendrez parler de mythes sur des déluges et des pluies de feu, qui ne sont être pas des contes de fées, mais des souvenirs de cycles préhistoriques où des civilisations antérieures ont fait face à des défis similaires. Vous découvrirez pourquoi les gouvernements ont recours à la force armée pour protéger cette sphère en secret, pourquoi les données sur cet invité interstellaire sont dissimulées et pourquoi certains scientifiques murmurent que l'humanité elle-même pourrait faire partie d'une expérience plus ancienne que l'histoire. Au final, vous découvrirez une seule vérité qui pourrait tout changer. Le ciel ne nous observe peu, être pas seulement, il nous répond peu, être. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification, mais seulement si vous aimez vraiment la science d'une manière relaxante ou pour vous endormir facilement. En ce moment même, pendant que vous écoutez, un objet extraordinaire repose au cœur des hauts plateaux colombiens. Un artefact capable de plier le cours de l'histoire et de défier tout ce que nous pensions savoir sur la civilisation humaine. On l'appelle la sphère de Bugger, une orbe métallique découverte près de la ville du même nom. Elle est polie avec une perfection qu'aucun outil du monde antique n'aurait pu créer. Sa surface est incroyablement lisse, aussi ronde que si elle avait été sculptée par les mathématiques elles-mêmes, et si lourde qu'elle épuise les mains qui tentent de la soulever, mais silencieuse et observatrice comme un œil fermé depuis des millénaires. Les premiers habitants qui ont approché l'objet ont murmuré à propos de son équilibre surnaturel. C'était une sphère qui ne vacillait pas en roulant. Un objet si parfaitement symétrique que même les ingénieurs aérospatiaux modernes auraient du mal à le reproduire. Sous le soleil brûlant de la Colombie, elle ne ternissait pas. Dans l'humidité de la jungle, elle ne rouillait pas. Sous les mains humaines, elle ne révélait ni joint ni soudure. C'est une sphère sans couture, éternelle et parfaite, qui défie le temps. Et puis, une déclaration qui a secoué le monde a été faite. 12000 hands. C'est le chiffre murmuré sur les forums, diffusé dans les podcasts de fin de soirée et qui a fait le tour des vidéos virales. Ils disent que l'analyse au carbone de la résine organique qui adhère à la sphère a donné des chiffres indiquant un âge de plus de 12 000 ans. Si c'est vrai, cette sphère est plus ancienne que Stonehenge, plus ancienne que les pyramides et plus ancienne que l'aube de l'écriture. Essayez d'imaginer le monde à cette époque. Les glaciers recouvraient encore les continents. Le niveau de la mer était beaucoup plus bas, et de vastes étendues de terre aujourd'hui englouties par l'océan étaient alors des terres émergées. L'humanité vivait encore dispersée en petites tribus, allumant des feux, fabriquant des outils en pierre et peignant sur les parois des grottes. Pourtant, à la même époque, quelqu'un ou quelque chose a créé une sphère d'alliage polie, gravée de symboles que certains appellent icônes, d'autres circuits. Cette contradiction est insoluble. Soit tout ce que nous savons de l'histoire est faux, soit cet artefact n'a pas été créé par la main de l'homme. Les témoins décrivent bien plus que sa seule étrangeté physique. Les agriculteurs affirment que la terre près de la sphère est devenue stérile, comme si la vie elle-même reculait devant sa présence. Les explorateurs racontent que leur boussole tournait follement à l'approche, l'aiguille vibrant comme un insecte pris au piège. Des clips circulant sur Internet montrent la sphère émettant un léger bourdonnement grave, une vibration comme venant d'une gorge vivante lorsqu'elle est exposée à des hymnes en sanskrit. Personne ne peut affirmer si ces vidéos sont réelles ou mises en scène. Pourtant, l'image est fascinante, un vestige de l'âge de glace réagissant à l'une des langues les plus anciennes de l'humanité. Ce n'est pas la première fois qu'une telle sphère hante l'imagination humaine. En 1974, la famille Betts a découvert une sphère métallique similaire sur sa propriété en Floride. Elle était censée pouvoir rouler en côte, émettre des sons mécaniques la nuit et résister à toute tentative de la découper. L'armée l'a confisquée, des chercheurs l'ont examinée, puis elle a disparu dans le silence, enfermée dans des installations qui refusent de parler. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, la bugosphère apparaît, un écho répétitif du même mystère, mais cette fois avec une affirmation si audacieuse qu'elle déchire le voile du scepticisme. Elle n'est pas moderne, pas médiévale, pas même antique dans le sens où nous l'entendons, mais primitive, née au crépuscule de la dernière période glaciaire. Les archéologues savent une chose avec certitude, le métal ne peut pas durer aussi longtemps. Les statues de bronze se décomposent à l'air libre après seulement quelques milliers d'années. Les épées de fer romaines rouillent en poussière si elles ne sont pas méticuleusement entretenues. Même les alliages les plus finement forgés ne peuvent résister à l'érosion de 12 millénaires, à moins que l'alliage lui-même ne soit étranger à notre chimie
ou à moins que la sphère n'ait été intentionnellement conçue pour durer. Si cette datation est correcte, alors cet objet n'a pas été créé par une main anonyme. Il est conçu pour être découvert, comme s'il avait été semé dans la terre, telle une graine attendant de germer. La question qui se pose est, pourquoi maintenant? Pourquoi se révèle-t-il à ce moment précis de l'histoire de l'humanité? Le mystère s'épaissit lorsque nous levons les yeux vers le ciel. En juillet 2025, alors que la sphère bugosphère enflamme la curiosité mondiale, des astronomes détectent un objet faible entrant dans le système solaire. Initialement, ils le nomment comète, une traînée rouge à peine visible dans l'obscurité, laissant derrière elle une queue de gaz et de poussière. Bientôt, son orbite est calculée, et la vérité commence à émerger. Cet objet n'appartient pas à notre système solaire. Sa trajectoire est hyperbolique, une courbe qu'aucune planète, ni même le Soleil, ne peut retenir. Il vient des profondeurs de l'espace interstellaire, au-delà des murs de notre propre domaine spatial. Nommé C divisé par 2025 à 3, Tsuchinshan Atlas, c'est le troisième objet interstellaire jamais confirmé par la science, après le célèbre Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Pourtant, cet objet porte ses propres mystères. Son spectre optique émet un rouge ardent. Sa chevelure est dominée par le dioxyde de carbone dans une proportion qu'aucun modèle de comète ne peut expliquer, et sa poussière diffuse la lumière d'une manière que nos modèles ne peuvent pas expliquer. Certains astronomes ont murmuré qu'il pourrait être plus ancien que le Soleil, plus ancien que la Terre, et peut être plus ancien que la vie elle-même. C'est un voyageur né quand la galaxie était jeune, errant pendant des milliards d'années avant que sa trajectoire ne croise notre monde. Ce n'est qu'une coïncidence, ont affirmé les voix de la raison. Une superposition dénuée de sens d'événements, une relique sur Terre et une comète dans l'espace, deux histoires sans rapport. Mais l'esprit humain est programmé pour trouver des motifs. Et ici, cette loi est trop fascinante pour y résister. Au moment même où nous découvrons une sphère qui pourrait avoir 12 000 ans, un visiteur interstellaire pénètre dans notre ciel. Deux événements impossibles, deux mystères qui convergent au même moment de l'histoire. Les théories du complot commencent alors à foisonner. Et si la sphère bugosphère n'était pas juste un vestige, mais un phare? Et si elle attendait depuis 12 000 ans pour s'éveiller à l'approche d'un signal? Un signal transporté par un visiteur de l'extérieur? Et si Atlas n'était pas une comète, mais le messager auquel la sphère a été créée pour répondre? Et si c'était vrai, nous devons poser une question encore plus sombre. Que se passera-t-il quand les deux se connecteront? Dans l'imagination du public, la sphère n'est pas restée silencieuse. Il est devenu le centre d'une tempête, un objet de vénération pour certains, une cible de moquerie pour d'autres, et un gouffre de mystère pour les organisations chargées de l'expliquer. Les responsables ont fait des déclarations prudentes sur d'éventuelles supercheries, sur des pièces métalliques modernes délibérément placées pour tromper les crédules, et sur la nécessité d'analyses plus approfondies. Cependant, chaque démenti semblait jeter de l'huile sur le feu, car le moment semblait prédestiné, et l'histoire de cette sphère correspondait trop parfaitement aux mythes anciens, racontant des sphères lumineuses descendant du ciel. Considérez la mythologie indienne, où les textes décrivent les Vimanas, des sphères volantes faites de feu et de métal, comme les véhicules des dieux et des rois. Considérez le char d'Ézéchiel, un mécanisme ardent dans le ciel, brillant Dieu tout autour. Considérez les sphères des tablettes sumériennes, des objets portés par les Anunnaki, des dieux célestes antiques qui ont façonné le cours de l'humanité. Pendant des siècles, ces histoires ont été rejetées comme des métaphores, comme des produits de l'imagination. Et pourtant, maintenant, en Colombie, il y a un artefact qui ressemble moins à une métaphore qu'à une mémoire matérialisée. La géométrie d'une sphère est en soi symbolique, une perfection sans début ni fin, une éternité encodée dans sa forme même. Si une civilisation voulait laisser une trace, quelque chose qui ne pourrait être confondu avec le hasard, quelque chose que les humains reconnaîtraient toujours comme délibéré, elle laisserait une sphère parfaite, incorruptible et défiant le temps. C'est un langage universel, qui n'a pas besoin d'être traduit, seulement d'être reconnu. La nuit, quand le ciel était clair, les Colombiens levaient les yeux et voyaient un voyageur rouge et pâle traverser le ciel. La comète Atlas glissait silencieusement sur l'orbite de Jupiter, sa queue scintillant faiblement dans la lumière du soleil réfléchi. Les télescopes la suivaient. Les scientifiques publiaient des données sur sa composition, sur le rapport inhabituel entre le dioxyde de carbone et l'eau, sur la diffusion de la lumière polarisée. Ils l'appelaient une comète, mais avec des mises en garde, avec un langage qui reconnaissait son étrangeté. Plus elle était étudiée, moins elle ressemblait aux comètes que nous connaissions, comme si elle portait une empreinte digitale d'un autre coin de la galaxie. Ces mêmes nuits, d'autres se rassemblaient près de la sphère de la bugosphère, murmurant que son bourdonnement devenait plus fort, que les animaux refusaient de s'en approcher, et que les téléphones et les radios subissaient des interférences à proximité. Rien de tout cela n'était prouvé, mais les histoires se répandaient.
et leurs effets étaient indéniables. L'objet donnait l'impression d'être vivant, et combiné avec le visiteur interstellaire, une image émergeait dans l'imagination collective, une image à la fois terrifiante et captivante. La sphère, tel un récepteur, est finalement une transmission, et l'humanité en est le public. L'histoire nous a avertis de tels moments, des inondations catastrophiques, des extinctions soudaines, l'effondrement de civilisations qui ont jadis prospéré dans l'ombre de l'âge de glace. Tout cela a laissé des lacunes que l'archéologie n'a jamais pu combler entièrement. Et si ces effondrements n'étaient pas naturels, et si c'étaient des points de contrôle dans une expérience, des réinitialisations conçues pour mesurer la résilience de l'humanité? Si la sphère y a été placée il y a 12 000 ans, elle pourrait être le signe d'un cycle que nous ignorons, un cycle qui pourrait être sur le point de se répéter. Imaginez-en les implications. Un artefact qui a attendu sous nos pieds pendant des millénaires, un vagabond d'une autre étoile qui est apparu dans notre ciel. Ces deux événements coïncidant dans le temps, et tous deux sont prêts pour une communication intergalactique. Cette seule possibilité fait plier l'histoire, transformant notre espèce d'un accident isolé en un participant à un dialogue cosmique. Mais si c'est un dialogue, quel est le sujet? Quel est le message? Et quelle est l'intention? À ce stade, l'histoire s'assombrit car la communication implique la conscience et la conscience implique l'intention. Si la sphère est la balise et la comète Atlas est la sonde, alors quelqu'un a dû les créer. Quelqu'un les a envoyés. Quelqu'un est toujours là. Quelqu'un qui a lancé cette expérience. La question n'est pas de savoir s'ils existent, mais s'ils se souviennent encore de nous et ce qu'ils attendent de nous après 12 000 ans de silence désespéré. Les autorités le nieront jusqu'à la dernière minute, car admettre ce lien briserait non seulement la certitude de la science, mais aussi le pouvoir politique. L'existence d'une sphère qui précède la civilisation mais contient une technologie avancée ébranlerait des industries entières, des gouvernements entiers et des récits entiers du progrès humain. La présence d'un visiteur interstellaire se comportant de manière atypique par rapport à une comète briserait l'illusion que la Terre est un endroit non découvert, intouché et sûr. La négation est plus facile que la révélation, mais la négation ne peut pas arrêter la progression des preuves. Imaginez le moment de la convergence. La sphère en Colombie vibre en résonance. L'objet interstellaire passe son périhélie. Une vague d'énergie invisible à l'œil humain se propage entre eux, mais est enregistrée par des appareils que personne ne peut expliquer. Si c'est un signal, ce n'est peu être pas des mots ou des images, mais une séquence de commandes. Une clé qui débloque des fonctions cachées au plus profond de la sphère. Des fonctions qui auraient pu être en sommeil pendant 12 millénaires. En ce moment même, alors que vous entendez ces mots, la comète Atlas s'enfonce plus profondément dans le système solaire, avec une orbite définie, une vitesse imparable et une mémoire ancienne intacte. En ce moment même, la sphère bugosphère repose sous des bâches et des housses de protection, son bourdonnement toujours controversé, ses symboles toujours indéchiffrés et son origine toujours non reconnue. En ce moment même, l'humanité est au seuil d'une révélation, un événement qui pourrait nous élever à un nouveau niveau de contact avec une civilisation intemporelle ou nous exposer comme des sujets dans une expérience que nous n'avons jamais su avoir commencé. Le choix ne nous appartient pas, la chronologie ne nous appartient pas, le compte à rebours a commencé, la sphère attend, Atlas approche et le monde retient son souffle. Deuxième partie, la sphère ne devrait pas exister. La sphère bugosphère n'aurait pas dû exister, mais elle est là. Et c'est là le paradoxe qui ronge toutes les tentatives pour l'expliquer. Les archéologues nous rappellent qu'il y a 12 000 ans, les humains vivaient en petits groupes, errant dans les steppes, chassant de grands troupeaux et taillant des os pour en faire des outils. Ils nous rappellent que l'agriculture n'avait pas encore pris racine, que la métallurgie était encore à des milliers d'années et que la roue elle-même n'avait pas encore été imaginée. Pourtant, nous avons maintenant devant nous un artefact qui semble avoir été fabriqué avec une précision mécanique, comme s'il sortait de la chaîne de montage d'une installation aérospatiale moderne et était tombé dans le monde antique. Regardez sa surface, lisse comme du mercure liquide figé, intacte par le temps, sans joint, sans soudure et sans le moindre défaut. Ce n'est pas le produit de marteaux de pierre ou de fours rudimentaires. C'est un niveau technique qui dépasse de loin l'âge du bronze, sans parler de l'âge de pierre. Lorsque la lumière frappe sa surface, elle se diffuse parfaitement. Aucune piqûre, aucune rayure, pas la moindre ondulation. En regardant les photos, les métallurgistes admettent qu'ils ne peuvent pas expliquer comment une telle perfection a pu être atteinte sans tours et fours avancés. Même ainsi, la question demeure. Pourquoi quelqu'un, il y a 12 000 ans, aurait créé une telle chose? Et plus importante encore, comment aurait-il pu le faire? Les affirmations concernant la datation proviennent de l'analyse au carbone de la couche de résine organique adhérente à la sphère. Les rapports indiquent que ce chiffre est de 12 500 ans. Les critiques soutiennent que la couche de résine a pu être contaminée, qu'elle a pu être ajoutée ultérieurement, et que cette datation pourrait ne pas refléter le moment de la fabrication du bloc métallique lui-même.
Cependant, l'existence même des tests, le fait même que les chiffres aient été publiés, suffit à éveiller l'imagination. La science ne peut pas simplement rejeter cela, car les preuves sont tangibles, présentes et palpables. La sphère existe, elle peut être touchée, elle peut être mesurée, et elle ne ressemble à rien d'autre dans notre base de données archéologiques connue. Prenons un moment pour considérer ce que 12 000 ans d'histoire humaine signifient. L'âge de glace recouvre encore l'hémisphère nord. Les mammouths et les paresseux géants errent encore sur Terre. Les premiers signes de culture ne font que commencer dans le croissant fertile. Les civilisations telles que nous les connaissons sont encore à des millénaires. Pourtant, à la même époque, quelqu'un a pu façonner et polir une sphère en alliage avec une précision que même aujourd'hui, nous aurions du mal à reproduire. Cela crée une lacune dans notre compréhension du progrès humain. Cela nous oblige à accepter l'existence d'une civilisation perdue dotée d'une technologie bien en avance sur son temps, ou à envisager la possibilité d'une intervention extérieure. Ce n'est pas la première fois que l'histoire des artefacts anachroniques, out-of-place artifacts, défie notre chronologie. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, révèlent des littoraux qui n'auraient pas dû être connus avant l'ère des grandes explorations. Le mécanisme d'Anticythère, récupéré d'une épave grecque, révèle des engrenages d'une telle précision que les historiens ont dû admettre que les anciens possédaient une compréhension approfondie du calcul mécanique. Des artefacts anachroniques parsemant les archives archéologiques, des marteaux incrustés dans des roches anciennes, aux crânes de cristal sculptés, avec une précision inimaginable. Chacun a été rejeté, expliqué ou enfermé dans les coffres des musées, mais pris ensemble, ils forment une constante qui suggère que notre histoire n'est être pas aussi linéaire et simple que les manuels scolaires l'affirment. Cependant, la sphère bugosphère est encore plus révolutionnaire que n'importe lequel de ces objets. Un crâne de cristal pourrait être attribué à des artisans qualifiés. Un mécanisme en bronze peut être replacé dans le contexte du génie grec. Mais une sphère métallique sans soudure datant de l'aube de l'Holocène ne peut pas être expliquée aussi facilement. Admettre son authenticité reviendrait à tout réécrire, de l'histoire des premiers agriculteurs à la naissance de la métallurgie. Et c'est là que les théories commencent à fleurir. Certains pensent que la sphère est le dernier vestige d'une civilisation oubliée, anéantie par le grand déluge qui a mis fin à l'ère glaciaire. Ils citent les vestiges de Göbekli Tepe, en Turquie, un complexe de temples vieux de 12 000 ans qui n'aurait pas dû exister, mais qui existe. Ils soutiennent que l'humanité a jadis atteint des sommets plus élevés que nous ne l'imaginons et que des catastrophes ont détruit leurs connaissances, ne laissant que des fragments. Alors, cette sphère serait une relique, une survivante, un murmure d'une époque effacée par le feu et les inondations. D'autres ne sont pas aussi généreux quant aux capacités humaines. Ils affirment que cette sphère n'appartient pas à ce monde, qu'elle a été placée ici intentionnellement, non pas par des chasseurs de l'âge de pierre, mais par des visiteurs venus à bord de vaisseaux de lumière. Les théoriciens des anciens astronautes l'appellent une sonde, un signal, un appareil conçu pour durer. Il a été conçu pour durer jusqu'au retour de l'ère des machines, lorsque nous pourrons enfin reconnaître ce qu'il est vraiment. Si cela est vrai, la découverte de la bugosphère n'était pas accidentelle. C'était un événement programmé, un compte à rebours arrivé à zéro. Quelle que soit la vérité, ses implications sont immenses. Si elle est humaine, nos ancêtres possédaient des capacités technologiques bien au-delà de ce que nous pensions possible, et cette histoire a été enterrée. Si elle est extraterrestre, la Terre a été visitée, surveillée, peut être même ensemencée, et nous ne découvrons la preuve que maintenant. Quoi qu'il en soit, la sphère n'est pas qu'un simple objet. C'est une porte, une question trop vaste pour être ignorée, et une question plus profonde plane comme un fantôme. Si la sphère a attendu 12 000 ans pour être trouvée, qu'est-ce que d'autre pourrait être enfoui, attendant silencieusement sous nos pieds? Pour comprendre l'importance de ce mystère, examinons la métallurgie elle-même. Le laiton apparaît dans les registres archéologiques il y a environ 8 000 ans. Le bronze est apparu un peu plus tard. Le fer n'est devenu courant qu'au cours des 3000 dernières années. Cependant, la sphère bugosphère ne montre aucun signe de coulée ou de forgeage rudimentaire. Si sa composition, comme certains rapports préliminaires le suggèrent, est un alliage d'une pureté inhabituelle avec des oligos, éléments incompatibles avec la géologie locale, alors nous sommes confrontés à une métallurgie si avancée qu'elle ignore des époques entières de lutte technologique humaine. C'est comme si quelqu'un avait fait un bond de l'outil de pierre directement à l'alliage aérospatial, sans laisser aucune trace de la phase de transition. Les sceptiques soutiennent que la sphère n'est qu'une supercherie, une création moderne fabriquée pour attirer l'attention. Mais ces mêmes sceptiques ne peuvent pas expliquer les symboles sur sa surface, qui semblent suivre des séquences mathématiques plutôt que des rayures aléatoires. Les linguistes, après avoir vu les photos, ont murmuré que ces motifs ressemblaient à une forme d'écriture, mais aucun alphabet connu ne pouvait les faire correspondre. Les ingénieurs en électronique ont fait remarquer que ces motifs
ressemblaient davantage à des circuits imprimés qu'à un langage, comme s'ils avaient été gravés selon un schéma destiné à transmettre des signaux. Même si ces symboles n'étaient que le fruit du hasard, leur géométrie fascinante renforce l'idée que cette sphère n'est pas seulement décorative, mais qu'elle a une fonction. La question de sa fonction est le mystère le plus sombre. À quoi servait cette sphère? Était-ce un objet creux contenant quelque chose? Être une technologie dormante? Était-ce un émetteur attendant d'être réveillé pour envoyer un message? Ou était-ce un récepteur finement réglé pour capter un signal indétectable par l'humanité? Les récits de boussoles qui tournent follement, de bourdonnements aléatoires, de perturbations électromagnétiques, tout cela suggère une interaction. Cette sphère n'était pas passive, elle réagissait. Et cette simple vérité la transforme d'une relique en un appareil. Si c'est un appareil, son existence doit avoir un but. Car les appareils sont créés pour servir un but, une arme, un outil, une sonde, un enregistreur ou une graine. L'énigme de ce que la sphère représente reste entière, et c'est cette incertitude qui hante tous les esprits qui l'étudient. Si c'est une arme, elle pourrait contenir un pouvoir destructeur latent depuis 12 000 ans. Si c'est un outil, elle pourrait contenir des connaissances capables de nous propulser dans une nouvelle ère de progrès. Si c'est une sonde, alors nous ne sommes pas seuls et n'avons jamais été seuls. Si c'est un enregistreur, il pourrait détenir les secrets de civilisations disparues depuis longtemps. Et si c'est une graine, son but pourrait seulement commencer à se révéler maintenant. Quelle que soit la bonne option, la sphère n'existe pas seule. Partout dans le monde, d'autres artefacts ont déclenché des débats similaires. Les pierres Dropa de Chine, des disques ronds gravés de rainures qui, selon certains, racontent l'histoire de visiteurs extraterrestres. La pile de Bagdad, un pot en argile avec des composants en cuivre et en fer qui auraient pu être utilisés comme une pile voltaïque primitive. Les lignes de Nazca, des géoglyphes massifs qui ne peuvent être vus dans leur intégralité que du ciel. Leur but est toujours débattu. Chacun de ces artefacts a été contesté, discuté et ridiculisé. Pourtant, aucun n'a été définitivement réfuté. Ensemble, ils tissent une tapisserie d'anomalies, suggérant que notre passé est bien plus étrange que ce que les manuels scolaires admettent. Pourtant, la sphère de Klerksdorp est différente. Contrairement aux gravures, aux ruines ou aux écritures ambiguës, c'est un objet métallique fabriqué avec une précision qui ne peut être réfutée comme naturelle. Contrairement aux mécanismes denticitaires, il ne s'intègre pas parfaitement dans la chronologie humaine. Il ne peut être attribué à aucune culture connue. Il se tient simplement en dehors de l'histoire, silencieux et incontestable. Mais c'est son silence qui est le plus frappant. Le silence dans les rapports officiels, le silence dans les revues scientifiques et le silence dans les couloirs du pouvoir. L'armée observe mais ne commente pas. Les universités analysent mais ne publient pas. Les médias couvrent mais passent rapidement à autre chose. Pourtant, dans ce silence, la sphère attend, vibrant doucement, comme si elle savait que la patience était sa plus grande arme. 12 000 ans s'étaient écoulés, elle pouvait attendre un peu plus longtemps. Et pendant qu'elle attendait, dans le vide sombre de l'espace, un ancien voyageur s'approchait du soleil. La coïncidence était trop nette, trop poétique et trop terrifiante. La découverte d'une sphère qui n'aurait pas dû exister sur Terre, coïncidant avec l'apparition d'un visiteur qui n'aurait pas dû être dans notre ciel. Les deux se sont produits à la même période de l'histoire. Qu'elle soit humaine ou extraterrestre, qu'elle soit un vestige ou un appareil, la sphère bugosphère n'était pas seule. Son double, son partenaire ou son messager était probablement déjà là, traversant l'espace avec une queue de gaz et de glace. C'est le moment où l'histoire a commencé à changer. Soit la sphère restera une énigme non résolue, une curiosité rejetée par le monde universitaire. Soit elle s'éveillera au moment opportun, lorsque son partenaire dans le ciel aura terminé son voyage. L'humanité a involontairement mis les pieds sur une scène bien plus grande qu'elle. Une scène mise en place bien avant que nous sachions parler. Et maintenant, le drame commence. Si cette sphère a 12 000 ans, alors quelqu'un l'a délibérément placée ici, ce qui signifie que quelqu'un savait que nous la trouverions un jour. Si la comète Atlas n'est pas qu'une simple comète, alors quelqu'un a calculé son apparition, ce qui signifie que quelqu'un a surveillé. L'histoire de la sphère de Bugger n'est plus une question d'archéologie, c'est une question de destin. Et la question qui résonne comme le tonnerre à l'horizon est d'une simplicité désarmante. Que se passe-t-il quand la sphère répond au ciel? En juillet 2025, un faible point rouge a clignoté sur les écrans des astronomes de l'observatoire Atlas au Chili. Au début, ce n'était qu'un autre candidat, une petite tache parmi les innombrables que le réseau de télescopes balayait chaque nuit à la recherche d'astéroïdes et de comètes. Cependant, des calculs rapides ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Son orbite n'était pas fermée. Elle ne se courbait pas vers le Soleil comme le font les comètes connues, et elle n'appartenait pas non plus au groupe de roches et de glace de notre étoile. Sa trajectoire était une hyperbole, une orbite qui ne pouvait signifier qu'une chose. Cet objet n'était pas né dans notre système solaire. Il venait d'entre les étoiles. Le nom lui fut rapidement donné,
C divisé par 2020-5 à 3, Tsuchinshan, Atlas. C'est le troisième objet interstellaire confirmé après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Le premier objet était un mystère, en forme de débris, tournant étrangement et accélérant comme s'il était poussé par une force invisible. Le second objet était plus familier, se comportant comme une comète, bien qu'avec des caractéristiques inhabituelles. Le troisième objet, Atlas, est arrivé avec une coma rouge et une queue de gaz qui a laissé les scientifiques perplexes. Ce n'est que la troisième fois dans l'histoire que l'humanité peut dire avec certitude que nous assistons à de la matière provenant d'un autre système stellaire traversant notre cours arrière. Selon les normes cosmiques, Oumuamua n'était pas grand, peut être seulement 1 kilomètre de large ou moins, mais son âge est stupéfiant. Les modèles suggèrent qu'il a pu errer dans la galaxie pendant des milliards d'années, éjecté de son système planétaire d'origine lors du chaos de la formation, dérivant dans le vide avant même la création de la Terre. Certaines estimations suggèrent qu'il est plus vieux que le Soleil, plus vieux que la poussière qui a formé notre planète. Autrement dit, quand Atlas a entamé son voyage errant, la Terre n'était encore qu'une idée informe dans l'esprit de la galaxie. Les observations du télescope spatial James Webb ont révélé une composition dominée par le dioxyde de carbone, avec des traces d'eau, de monoxyde de carbone et d'autres composés volatiles. Le rapport dioxyde de carbone sur eau est inhabituel, bien plus élevé que pour la plupart des comètes que nous avons étudiées. Sa chevelure, le nuage de gaz lumineux entourant son noyau, scintille dans le spectre infrarouge, révélant des caractéristiques qui ne correspondent pas tout à fait à nos modèles. Sous la lumière ultraviolette, l'émission de radicaux hydroxyle suggère une activité à des distances où les comètes normales seraient encore en dormance. Même la façon dont sa poussière diffuse la lumière déconcerte les astronomes, présentant une courbe de polarisation étroite et profonde que l'on ne retrouve pas chez la plupart des comètes du système solaire. Chaque anomalie individuelle pourrait avoir une explication, mais ensemble, elles donnent l'impression de quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'est pas simplement une comète, mais un messager d'un cadre de référence complètement différent. Il est rouge, mais pas uniformément, avec des pentes spectrales suggérant une taille de grain et une composition de glace que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. Son comportement semble changer, comme si sa croûte était recouverte de matériaux auxquels nous ne nous attendions pas. Même avec les meilleurs instruments que l'humanité ait jamais construits, il reste finalement mystérieux, comme s'il portait des secrets soigneusement emballés pour échapper à notre regard. Bien sûr, le public n'a entendu que des bribes de cette histoire. Les gros titres l'ont qualifié d'étranger, d'éclat d'un autre monde, d'artefacts glacés venus de la galaxie. Les rumeurs se sont propagées plus vite que les données, et une fois de plus, la règle s'est appliquée. Alors que les scientifiques se précipitaient pour l'étudier, les théories du complot ont commencé à germer autour de lui. Était-il vraiment naturel ou était-il artificiel? Pourrait-il s'agir d'une sonde, d'un vaisseau ou d'un morceau de technologie conçu pour ressembler à une comète, mais dont la fonction serait autre? L'idée peut sembler folle, mais elle n'est pas totalement sans précédent. Avi Loeb, un astrophysicien de Harvard, s'est fait connaître en soutenant que Oumuamua, le premier visiteur interstellaire, pourrait être un objet artificiel, aussi fin qu'une voile solaire propulsée par la pression du rayonnement. Son point de vue est controversé, mais il a obligé la communauté scientifique à envisager la possibilité que les objets interstellaires puissent parfois être plus que de simples rochers. Si Oumuamua pouvait être artificiel, pourquoi pas Atlas? C'est cette possibilité qui fait que l'histoire entre en collision avec la bugosphère, car si Atlas n'est pas qu'une simple comète, s'il est artificiel, s'il porte une intention, alors son apparition au moment même où la sphère est déterrée ne peut être une coïncidence. Les deux mystères commencent à se faire écho, l'un sur Terre, l'autre dans le ciel, comme s'ils étaient les chapitres d'une même histoire. La sphère est le récepteur, l'objet céleste le transmetteur, et l'humanité est prise au milieu d'un dialogue qui a commencé bien avant notre naissance. Imaginez que vous regardez Atlas à travers un télescope, sa lumière rougeoyante scintillant, son panache de gaz formant un halo délicat qui s'étend sur des milliards de kilomètres. Imaginez que vous savez que ce que vous voyez est plus ancien que la Terre, une entité survivante d'une autre étoile, un vagabond portant des informations d'un système étranger. Maintenant, imaginez que vous combinez cela avec une sphère déterrée du sol colombien, un artefact censé avoir 12 000 ans, gravé de symboles étranges et fredonnant d'anciens chants. D'un côté, la preuve d'un univers extérieur. De l'autre, la preuve d'un impossible de l'intérieur. Quand ils sont ensemble, ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Ce sont les pièces d'un puzzle que quelqu'un nous a laissé assembler. La question est, assembler quoi? Lorsque cette découverte a été annoncée, le monde y a à peine prêté attention. Les agences de presse n'en ont parlé que brièvement. Encore une comète, encore un bloc de glace, encore une bizarrerie pour les scientifiques. Cependant, en coulisses,
Les astronomes ont veillé toute la nuit, car la comète Atlas n'était pas une comète ordinaire. C'était quelque chose de bien plus étrange. Contrairement à Oumuamua qui est passé rapidement et silencieusement, contrairement à Borisov qui a été facilement classé, Atlas présentait une nature hybride. Elle se comportait comme une comète, mais pas tout à fait, tel un imposteur masqué. Le télescope spatial James Webb a braqué ses objectifs sur elle, décortiquant les couches de lumière dans le spectre infrarouge. Ce qu'il a trouvé était troublant. Les gaz émis par Atlas ne correspondaient pas aux catégories établies par des siècles d'études des comètes. Son dioxyde de carbone était extrêmement abondant, bien plus que l'eau, inversant complètement les proportions habituelles. Cela signifiait qu'Atlas s'était soit formé dans des conditions totalement différentes de celles de notre système solaire, soit qu'il portait une chimie conçue pour durer. En d'autres termes, c'était soit de la géologie extraterrestre, soit une intention extraterrestre. Les télescopes terrestres ont ajouté d'autres couches de mystère. Ces grains de poussière dispersaient la lumière d'une manière qui défiait les attentes, produisant un signal de polarisation nette qui ne correspondait pas aux comètes connues. Certains grains semblaient trop petits, d'autres trop grands, la distribution inégale, comme si elle était conçue plutôt qu'aléatoire. Sa chevelure brillait d'un rouge pâle, mais la pente de ce rouge changeait avec la longueur d'onde, produisant des teintes non naturelles pour la glace d'une comète ordinaire. Plus les scientifiques l'étudiaient, plus ils sentaient qu'il leur échappait, ne correspondant à aucun modèle et refusant d'être définis. Les murmures commencèrent à se répandre. Les scientifiques osèrent émettre l'hypothèse qu'Atlas pourrait ne pas être un objet naturel, mais une sorte de vaisseau déguisé en glace et en poussière, une sonde déguisée en comète, une errante capable de s'infiltrer dans d'autres systèmes stellaires, de collecter des informations et de transmettre des données. Cette idée rappelle la théorie de Loeb sur Oumuamua, sur la possibilité que l'espace interstellaire puisse être rempli de débris technologiques, les restes de civilisations que nous n'avons pas encore rencontrées. Si cela ressemble à de la science-fiction, rappelez-vous que depuis des décennies, l'humanité rêve de faire la même chose. Les propositions de sondes de Bracewell, des machines autonomes lancées dans la galaxie pour attendre des civilisations intelligentes, circulaient dans les revues scientifiques dès les années 1960. Ces sondes ne reviendraient pas sur Terre. Elles resteraient dans des systèmes stellaires étrangers, observant, attendant et être même intervenant. Si nous pouvons imaginer ces choses, pourquoi des civilisations plus anciennes, plus sages et beaucoup plus avancées ne le pourraient-elles pas? Maintenant, imaginez cette chronologie. Il y a 12 000 ans, la bugosphère aurait été placée sous la Colombie, au même moment où être bien avant, Atlas dérivait, errant dans la galaxie, attendant que sa trajectoire croise la nôtre. Et maintenant, en 2025, ces deux mystères émergent ensemble, comme si une alarme venait de sonner, comme si une horloge réglée, il y a des millénaires, venait de sonner l'heure. Le monde scientifique traditionnel appelle cela une coïncidence. Le monde des théories du complot appelle cela un arrangement. Et entre ces deux extrêmes se trouve le vide de l'incertitude, un vide que l'humanité ne peut s'empêcher de remplir d'imagination. Imaginez ce qui se passe ensuite. Atlas poursuit sa trajectoire, se rapprochant de la zone intérieure du système solaire. Chaque jour, sa coma s'illumine, ses gaz s'échappent plus fort et sa queue s'allonge. Les instruments sur Terre le surveillent, mais dans ces flux de gaz, dans ces proportions moléculaires, pourrait-il y avoir des informations? Les modèles d'émission pourraient-ils être un signal intentionnellement codé? Pour nous, cela ressemble à de la chimie, mais pour un autre œil, cela pourrait être un langage. La sphère sous terre, vibrant doucement à des fréquences que nous ne comprenons pas, pourrait être le récepteur, le partenaire qui complète ce dialogue. Ce qui est encore plus glaçant, c'est la possibilité qu'Atlas ne soit pas silencieux. Les radiotélescopes ont déjà balayé des objets interstellaires à la recherche d'émissions inhabituelles. Mais si son signal n'était pas dans les fréquences radio, pas dans aucune des fréquences que nos instruments surveillent, et si la sphère elle-même était la seule antenne accordée pour l'écouter, alors la connexion serait invisible pour nous mais active, vibrante et vivante, et considérez sa symbolique. Une sphère enfouie dans la Terre, une sphère flottant dans le ciel. L'un repose endormi dans la Terre, l'autre s'éveille dans l'espace. Tous deux sont sphériques, tous deux portent des mystères, et tous deux surgissent simultanément dans notre conscience. Il est facile de qualifier cela de coïncidence, mais le ressentir est une autre affaire. Cela donne l'impression d'être scénarisé, orchestré, conçu pour nous réveiller. Alors qu'Atlas franchit l'orbite de Mars et devient de plus en plus lumineux, la tension monte. Les astronomes publient des données supplémentaires, mais chaque publication s'accompagne de mises en garde, de contradictions et d'anomalies. Les journalistes commencent à spéculer publiquement, tandis que les forums et les podcasts s'embrasent de théories. Les gouvernements parlent peu, mais des rumeurs filtrent sur des observatoires militaires consacrant des ressources disproportionnées au suivi d'Atlas. Si ce n'est qu'une comète, pourquoi tant de secrets, d'urgence et de silence?
Pendant ce temps, la sphère en Colombie n'est plus une curiosité locale. Il est devenu un artefact protégé, entouré de bâches, de clôtures et de personnes qui ne répondent pas aux questions. Certains disent qu'il a été déplacé vers une installation sécurisée, d'autres qu'il reste caché à la vue de tous. Les témoins continuent de rapporter des effets étranges. Les animaux lévitent, les appareils électroniques tombent en panne, et des vibrations semblent battre au rythme de quelque chose de lointain. Vraies ou fausses, ces histoires renforcent le sentiment que l'orbe terrestre et le visiteur interstellaire ne sont pas des étrangers, mais de la famille. Cette règle semble maintenant irréfutable. Les deux objets se reflètent, l'un ancien mais enfoui, l'autre ancien mais errant, l'un découvert par hasard, l'autre conçu. L'esprit humain ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont liés. Et une fois que ce lien est établi, il est irréversible. Chaque nouveau détail sur Atlas alimente les spéculations sur l'orbe, et chaque rumeur sur l'orbe affecte l'interprétation d'Atlas. Deux mystères tournent l'un autour de l'autre, entraînant l'humanité dans leur gravité. Alors que les semaines s'écoulent, l'instant de la plus grande proximité approche, un compte à rebours écrit en mécanique orbitale, inexorable et précis. La comète finira par frôler le Soleil, s'embraser d'un éclat spectaculaire, puis dériver pour toujours, à moins que quelque chose n'intervienne. La sphère sera soit silencieuse, soit réveillée. La possibilité que les deux se connectent dans le destin devient de plus en plus enivrante à chaque nuit qui passe. Et voici le rebondissement. Et si la connexion n'était pas passive? Et si Atlas n'était pas là juste pour passer? Et si elle était là pour activer la sphère, pour la réveiller, pour initier quelque chose qui sommeille depuis 12 000 ans? La Terre pourrait ne pas être qu'une simple spectatrice d'un visiteur interstellaire. La Terre pourrait être sur le point de participer à un rituel écrit avant même la naissance de l'humanité. En ce moment même, le compte à rebours tourne. L'Atlas s'approche. La sphère silencieuse vibre et l'humanité est prise entre les deux. Partie 4. Le signal et la sphère. L'histoire ne ressemble plus à deux mystères qui se déroulent en parallèle. Elle ressemble à un seul fil tissé à travers l'espace et le temps. Une sphère enfouie sur Terre, un corps céleste errant dans le ciel. Tous deux se révèlent à la même époque. Et tous deux portent des anomalies que l'esprit humain ne peut s'empêcher de chercher à comprendre. Pourtant, cette compréhension semble avoir été placée là intentionnellement, attendant que nous la découvrions. La question n'est plus de savoir s'ils sont connectés, mais comment et pourquoi. Les murmures commencent dans la communauté scientifique, puis se propagent aux podcasts, aux émissions de radio nocturnes et aux forums anonymes. Si la sphère bugosphère a 12 000 ans et que la comète Atlas a des milliards d'années, alors la sphère a peut être été laissée ici pour être réveillée par le passage d'un tel voyageur. Dans ce scénario, Atlas n'est pas seulement une comète, c'est l'agent, le signal, le messager portant l'étincelle qui activera un dispositif dormant. L'idée semble farfelue, mais elle s'inscrit dans une logique effrayante. Si une civilisation voulait surveiller une planète sur de longues périodes, elle pourrait laisser un artefact à la surface, puis envoyer une sonde mobile passer des millénaires plus tard pour relayer des données, activer des fonctions ou réinitialiser des expériences. C'est le concept de la sonde de Bresswell poussé à l'extrême. Une sonde lancée par une civilisation, attendant silencieusement jusqu'à ce qu'elle s'approche d'un autre monde, puis transmettant un message. Mais que se passerait-il si ce message ne pouvait pas être entendu par la technologie humaine? Et si le message ne pouvait être reçu que par un appareil déjà placé sur cette planète, réglé sur une fréquence ou une forme de communication que nous ne pouvions pas détecter? La sphère bugosphère pourrait être ce récepteur, attendant en silence pendant 12 000 ans le jour où son homologue dériverait suffisamment près pour chuchoter à travers l'espace. Des rapports commencent à faire état d'anomalies en Colombie. Des enquêteurs amateurs ont signalé une augmentation des interférences électromagnétiques près de la sphère. Ces étranges impulsions de signal ne correspondaient à aucune perturbation locale. Les agriculteurs racontaient que leur radio grésillait la nuit, les voix noyées dans un bruit statique qui battait comme un cœur. Les théories se sont multipliées, suggérant qu'Atlas avait commencé à transmettre et que la sphère avait commencé à répondre. Si c'était le cas, alors nous n'attendions pas le contact. Nous étions déjà en plein dedans, ignorant totalement ce qui était échangé au-dessus et au-dessous de nos têtes. Les gouvernements ont tout nié, mais les démentis n'ont fait qu'alimenter les soupçons. Des images divulguées de camions de transport, de gardes militaires et de hangars scellés sont apparues en ligne, renforçant la conviction que la sphère avait été déplacée vers une installation sécurisée. Les fonctionnaires n'ont pas dit un mot, mais leur silence était plus effrayant que n'importe quelle parole. Pourquoi une sphère métallique sans importance était-elle traitée comme une arme? Pourquoi avait-elle disparu sous escorte armée? Pourquoi les scientifiques qui en parlaient ouvertement refusent-ils soudainement de commenter? La réponse des théories du complot est simple, parce qu'ils savent. Ils savent que la sphère n'est pas inerte, ils savent que le lien est réel, et ils savent que ses implications sont trop dangereuses pour être révélées. Pendant ce temps,
Atlas brille de plus en plus fort dans le ciel nocturne. Sa queue s'allonge, son spectre change, et les astronomes admettent discrètement qu'elle continue de défier tous les modèles. Certains parlent de la sublimation de glaces exotiques, d'autres de particules de poussière qui réfléchissent la lumière de manière inexplicable. Cependant, en privé, quelques-uns ont admis la possibilité qu'ils observent plus que de la géologie, qu'ils suivent une technologie déguisée en géologie. La comète ne fait pas que brûler, elle transmet un signal, et chaque changement dans le spectre, chaque rapport moléculaire est un morceau de code. Si cela est vrai, alors la sphère pourrait être en train de le décoder en ce moment même. Nous ne pouvons pas savoir les données qu'elle contient, ni les instructions qu'elle détient, mais l'imagination s'est envolée. La sphère pourrait réveiller d'anciennes machines, peut être cachée profondément sous terre. Elle pourrait déverrouiller des connaissances écrites dans une mathématique plus ancienne que nous. Elle pourrait même émettre son propre signal, pas seulement vers Atlas, mais bien au-delà, vers d'autres entités qui attendent dans l'ombre. Nous pourrions être dans un réseau dont nous ignorons l'existence, un réseau qui existait avant même que nous apprenions à écrire. L'horreur ne réside pas seulement dans la capacité de communiquer, mais dans la capacité d'avoir une intention. La communication implique toujours une intention. Si la sphère a été placée ici pour observer, qui observe? Si la sphère a été placée ici pour guider, quelle est la destination? Et si la sphère a été placée ici pour tester, quelle est la mesure du succès ou de l'échec? Un compte à rebours qui éclipse toutes les théories. Après 12 000 ans de silence, pourquoi cette activité soudaine? Pourquoi maintenant? Et que se passera-t-il ensuite? Imaginez un signal voyageant invisiblement dans l'air, une transmission trop sophistiquée pour l'équipement humain, trop étrangère pour nos récepteurs, mais parfaitement adaptée à cette sphère. Imaginez la sphère absorbant l'information, la stockant, la transmutant, et attendant le moment où elle sera remplie. Que se passera-t-il alors? S'ouvrira-t-elle, se séparant comme une coquille de noix, révélant une technologie verrouillée depuis l'ère glaciaire? Projettera-t-elle des images, un message de ses créateurs? Ou restera-t-elle simplement silencieuse, mais altérera-t-elle l'équilibre des champs et des forces environnantes, transformant la Terre elle-même? Ces similitudes sont trop évidentes pour être ignorées. L'astre céleste et la sphère terrestre, tous deux brillants, tous deux rouges et métalliques, tous deux empreints d'une aura d'un autre temps. Ensemble, ils forment une paire, un circuit électrique, un dialogue. Et si c'est un dialogue, alors nous n'en sommes pas les initiateurs, nous en sommes l'objet. La conversation a lieu depuis plus longtemps que nous ne pouvons l'imaginer, et ce n'est que maintenant que nous en prenons conscience. L'heure critique approche. Atlas atteindra bientôt son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le moment où il brillera le plus fort, et aussi le moment où tout signal sera le plus puissant. La sphère mystérieuse, gardée secrète, attend comme un ressort comprimé. Que se passera-t-il lorsque le voyageur interstellaire atteindra son apogée? Que se passera-t-il lorsque l'énergie atteindra son paroxysme? Que se passera-t-il lorsque la sphère réagira? Le compte à rebours est écrit dans les étoiles, et le dernier signal n'a pas encore été envoyé. Plus nous regardons, plus nous voyons des similitudes qui semblent très anciennes, comme si l'humanité avait déjà vécu cela auparavant, mais à travers le miroir déformé du mythe. Les Sumériens ont gravé des tablettes parlant des Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel apportant des sphères de lumière. Les manuscrits mayas parlent de sphères lumineuses qui ont défini le calendrier et façonné les cycles du temps. Le livre d'Ézéchiel décrit une roue dans une roue, pleine d'yeux, tournant dans le ciel avec un bruit d'eau qui coule à flot. Chacune de ces histoires a longtemps été interprétée comme des illusions, des métaphores ou des produits de l'imagination. Cependant, lorsqu'on les compare à l'histoire de la bugosphère et d'Atlas, elles commencent à ressembler moins à des mythes et plus à des souvenirs. Peut être que l'humanité a déjà assisté à ce cycle il y a très longtemps, et nos ancêtres, incapables de l'expliquer, l'ont consigné par des symboles de divinité et de feu. Si tel est le cas, la bugosphère pourrait ne pas être la seule sphère. Et s'il y avait d'autres sphères cachées dans le désert, enfouies sous la glace ou au fond des océans? Et si la Terre elle-même avait été ensemencée de tels dispositifs, chacun étant un nœud dans un réseau planétaire, conçu pour ne s'éveiller que lorsque le ciel apporterait le bon signal? L'idée est effrayante, car elle signifie que nous n'avons pu être trouvés que le premier, tandis que d'innombrables autres dorment encore sous nos pieds, en attendant. Les scientifiques, liés par leur modèle, ne pouvaient pas dire de telles choses. Pourtant, en privé, certains admettaient leur malaise. Les proportions des gaz émis par Atlas étaient trop anormales, sa polarisation lumineuse trop nette et sa persistance d'activité étrange. Ils pouvaient expliquer chaque anomalie avec des théories tirées par les cheveux, mais prises ensemble, l'objet défiait toute classification naturelle. Certains chuchotaient qu'ils étaient témoins de technologie, pas de géologie, et que l'admettre changerait tout. Pendant ce temps, les gouvernements restaient silencieux. L'artefact en Colombie était gardé, scellé, et aucune information officielle n'était publiée.
Pourtant, les satellites en orbite ont détecté des mouvements anormaux, des convois nocturnes, des vols transportant des conteneurs hors de la jungle. La couverture était mince, la vérité était trop évidente. Quelqu'un préparait, quelqu'un testait, et quelqu'un attendait le bon moment. Et le public, avec seulement des bribes et des rumeurs, a commencé à tisser sa propre histoire. Les communautés en ligne affirmaient que les fréquences des ondes courtes oscillaient selon des motifs ressemblant à des messages codés. Les opérateurs radioamateurs signalaient des pics de parasites au même moment où Atlas s'illuminait dans le ciel. Certains disaient que ces pics coïncidaient avec des augmentations de bruit électromagnétique en Colombie. Rien de tout cela n'a été prouvé, mais une fois qu'un motif est perçu, il ne peut être oublié. Le signal est là, le récepteur est là, l'échange est en cours. La seule inconnue est sa signification. Ce signal est-il une salutation, un avertissement, une indication ou un ordre? La sphère écoute-t-elle? Où répond-elle? Si elle répond, à qui? À Atlas ou à quelque chose de plus lointain qui observe depuis une distance inimaginable. La nuit du périhélie approche. Les astronomes annoncent les programmes, les dates et les courbes de luminosité. Pour eux, c'est une opportunité scientifique, une occasion d'étudier un objet interstellaire à son apogée. Pour ceux qui croient en la connexion, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est le moment où la conversation atteindra son paroxysme, où le signal sera le plus fort et où la sphère s'éveillera enfin. Et puis, une pensée que personne n'ose formuler. Et si cet éveil n'était pas une bonne chose? Et si la sphère placée ici n'était pas là pour nous éclairer, mais pour nous contrôler, nous juger ou nous réinitialiser? Et si les 12 000 dernières années n'étaient qu'un test et que ce signal marquait la fin de l'examen? Nos civilisations précédentes ont pu être échouées, emportées par des déluges et des incendies, leurs vestiges ensevelis. Nous pourrions être les prochains, à moins de prouver que nous sommes prêts. En cet instant, la Terre tourne sous les étoiles. En cet instant, Atlas brille faiblement dans le vide. En cet instant, la sphère repose dans le silence, gardée mais agitée. La connexion a pu exister, invisible à nos appareils, inaudible à nos oreilles, mais éclatante pour des machines que nous n'avons pas conçues. Quand le signal atteindra son apogée, quelque chose changera. Que nous soyons prêts ou non, que nous comprenions ou non, la conversation continuera et la sphère répondra. Partie 5. L'écho d'un monde plus ancien. Si la sphère bugosphère est réelle, si sa datation est correcte, alors elle n'appartient pas à notre chronologie. Elle appartient à un autre monde, un monde qui a été effacé. Ce monde n'était pas celui des smartphones et des satellites, ni celui du cuivre et du fer. C'était un monde en équilibre à la frontière entre la fin de l'âge de glace et le début de la civilisation. Un monde où les glaciers se profilaient encore à l'horizon, où le niveau de la mer était plus bas et où de vastes côtes s'étendaient là où l'océan aujourd'hui déferle. C'était un monde où les mythes sont nés, des mythes murmurant des déluges et des dieux descendant du ciel. Il y a 12 000 ans, c'était le Dryas récent, une période de changement climatique soudain et violent. Quelque chose a frappé la Terre, peut être les débris d'une comète, peut être des forces que nous ne comprenons pas encore. Et le monde gela à nouveau après avoir commencé à fondre. Les espèces s'éteignirent, les paysages furent dévastés, les mers montèrent et les inondations submergèrent les côtes. Ce fut une catastrophe gravée dans la mémoire, transmise comme des histoires de feu du ciel et d'eau qui engloutirent les villes. Presque toutes les cultures anciennes s'en souviennent. Les Sumériens parlent de Ziusudra, qui survécut au déluge envoyé par les dieux. Les Hébreux racontent l'histoire de Noé, les Mésopotamiens celle d'Utnapishtim, des survivants du déluge qui reconstruisirent le monde. Si l'orbe avait été placé à cette époque, il était probablement destiné à survivre à la catastrophe. C'était une graine attendant sous terre pendant que la glace et le feu balayaient la planète. Alors que l'humanité renaissait, plus faible, plus brisée, et ayant perdu toutes les connaissances qu'elle possédait, l'orbe resta silencieux et patient. C'est pourquoi il brille encore aujourd'hui, intact, car il a été créé pour endurer les reconstructions qui brisent les civilisations. Les traces de ce monde perdu sont encore bien visibles en Turquie. Göbekli Tepe émerge des sables, un complexe de temples vieux de 12 000 ans, construit avec des piliers de pierre sculptés d'une manière que des chasseurs-cueilleurs ne pouvaient pas connaître. Il est apparu soudainement, sans aucun précurseur évident, comme si la connaissance venait de nulle part. Les universitaires débattent sans fin, mais la réponse la plus simple est que c'est le vestige de quelque chose de plus ancien, un rayon de mémoire d'un peuple disparu. Platon a parlé d'Atlantis, une civilisation détruite en une seule nuit catastrophique, engloutie par la mer. Elle a été rejetée comme un mythe, mais de nouvelles preuves de déluge massif et de ruines sous-marines suggèrent que l'histoire pourrait contenir une part de vérité. Ces échos se propagent à travers toutes les cultures. Les Védas de l'Inde décrivent les Vimanas, des machines volantes sphériques et à roues, ainsi que des armes qui brillaient comme le soleil. Le peuple Dogon d'Afrique parle de connaissances qui leur ont été données par des êtres de l'étoile Sirius.
Les Égyptiens parlent de Zep-Tépi, la première période où les dieux régnaient avant même les hommes. Même la Bible décrit les fils de Dieu descendant et prenant femme parmi les mortels, engendrant des géants. Ce ne sont pas des mythes isolés. Ce sont les refrains d'une mémoire déformée mais persistante, tous pointant vers des rencontres avec quelque chose de non humain. Si nous lisons ces mythes comme de l'histoire plutôt que comme de la fiction, le schéma devient clair. Les visiteurs sont venus, ils ont laissé des connaissances, ils ont laissé la destruction, et ils ont laissé des artefacts. La sphère bugosphère pourrait être l'un de ces artefacts, enterré comme un signe de la dernière rencontre. Et Atlas, le vagabond céleste, pourrait être le présage de la prochaine. Les mythes des dieux descendant dans le feu pourraient être des descriptions d'objets interstellaires s'enflammant dans l'atmosphère, de sondes communiquant avec leurs récepteurs. Nos ancêtres n'avaient pas de langage scientifique, alors ils ont habillé ces événements du langage du divin. Ce que nous appelons sondes, ils les appelaient dieux. Ce que nous appelons un message, ils l'appellent un ordre. Considérez la possibilité que l'humanité ait déjà traversé ce cycle plus d'une fois. L'événement du Dryas récent pourrait avoir été un test. L'Atlantide pourrait en avoir été une victime. Göbekli Tepe pourrait en avoir été un survivant. Maintenant, 12 000 ans plus tard, le cycle est de retour. Les sphères s'éveillent, le ciel envoie ses messagers, et l'humanité se retrouve une fois de plus face au même défi. Serons-nous jugés dignes de contact ou serons-nous réinitialisés comme ceux qui nous ont précédés? Le poids de cette possibilité est presque insupportable. Nous sommes habitués à nous considérer comme le summum de l'histoire, la version la plus avancée, la dernière étape d'un long voyage. Mais que se passe-t-il si nous ne sommes pas les premiers? Que se passe-t-il si d'autres se sont élevés avant nous pour ensuite décliner, leur mémoire fossilisée en mythes, leur technologie enfouie sous les océans, et leurs artefacts restant comme des empreintes silencieuses? La sphère bugosphère pourrait être la preuve irréfutable que nous ne sommes pas uniques, pas originaux et pas seuls. L'horreur la plus profonde est la suivante. Si le cycle s'est déjà produit, alors la sphère n'est pas simplement un vestige. C'est un mécanisme dans une loi. Elle n'est peut être pas là pour nous, mais elle pourrait être là pour eux, ceux qui l'ont placée là, ceux qui ont envoyé Atlas, ceux qui sont toujours là dehors à attendre. En ce moment même, l'humanité pourrait être en train de rejouer une histoire déjà écrite, une histoire dont nos ancêtres ont tenté de nous avertir à travers les mythes et les reliques, une histoire que nous avons ignorée jusqu'à ce que la preuve refasse surface de la terre et descende des étoiles. Les échos d'un ancien monde ne sont plus des murmures, ce sont des grondements qui résonnent à travers le temps. Le passé revient, et avec lui, un jugement auquel nous pourrions ne pas survivre. Plus nous examinons la mythologie mondiale, plus la répétition semble intentionnelle, comme si des cultures dispersées sur les continents avaient enregistré le même souvenir dans des langues différentes. Des récits de mondes qui existaient auparavant, détruits les uns après les autres jusqu'à l'avènement d'une autre, un quatrième monde, fragile et temporaire. Les Nordiques parlaient du Ragnarök, des cycles de destruction et de renaissance inscrits dans l'ossature du temps. Les Aztèques croyaient aux âges, chacun se terminant par une catastrophe et chaque nouvel âge marquant un nouveau départ. Ces histoires ne sont pas de simples contes moraux, ce sont des manuels de survie écrits en métaphores, avertissant les générations futures que le monde a déjà été réinitialisé et pourrait l'être à nouveau. La géologie offre un avertissement similaire. Des couches de tapis noirs riches en platine et en nanodiamants apparaissent sur tous les continents, des marqueurs de l'hypothèse de l'impact du Dryas récent. C'est la preuve d'un impact cosmique il y a 12 000 ans qui a remodelé le climat. Des impulsions d'eau de fonte provenant de calottes glaciaires effondrées ont fait monter le niveau de la mer de centaines de pieds, submergeant les colonies côtières et anéantissant des cultures entières. L'archéologie tente d'expliquer la disparition soudaine de grands animaux, la fin abrupte de colonies humaines florissantes et l'apparition simultanée de mythes sur les inondations à travers le monde. La science et la mythologie pointent toutes deux vers une catastrophe mémorisée dans toutes les langues. Si la bugosphère est réelle, elle s'inscrit parfaitement dans ce modèle. C'est un vestige, un artefact qui a résisté au feu, à la glace et aux inondations, attendant le jour où nous le déterrerons. Sa structure parfaite n'est pas seulement avancée, elle est intentionnelle, construite pour survivre à ce qui a détruit tout le reste. Cette persévérance est en soi un message. Quiconque l'a déposée savait que la Terre changerait, que de nouvelles mers s'élèveraient et que de nouvelles civilisations s'effondreraient. Pourtant, il voulait que la sphère reste, ce qui signifie qu'il voulait que nous la trouvions. L'idée est stupéfiante. Imaginez des civilisations avant la nôtre qui ont atteint des sommets que nous ne pouvons pas encore saisir, construisant des structures maintenant submergées sous les vagues, fabriquant des technologies maintenant pourries et ne laissant que des signes comme celui-ci. Imaginez que les mythes des dieux soient des descriptions déformées de ceux qui ont dirigé, voire manipulé, l'évolution humaine. Imaginez que notre ascension vers la modernité n'ait pas été solitaire, mais surveillée, encouragée et ajustée lorsqu'elle vacillait.
la sphère bugosphère devient moins un artefact qu'une signature, une note laissée par un architecte qui nous a anticipé, sachant que nous atteindrions un jour un point où nous pourrions la reconnaître. Les mythes ne sont pas des fictions, ce sont des échos de rencontres avec ces architectes, des rencontres qui ont façonné qui nous sommes. Et maintenant, alors qu'Atlas traverse le ciel, le cycle se répète, ce qui soulève une question finale qui pèse sur le cœur de la 5e partie. Si les civilisations avant nous ont rencontré la même loi et n'ont pas pu survivre, quel destin nous attend maintenant? Serons-nous les prochains à être jugés, les prochains à être effacés, et les prochains à n'être que des mythes aux yeux d'une future espèce? Ou sommes-nous les premiers à être prêts, les premiers à franchir la porte que les architectes ont laissée ouverte? Maintenant, les échos sont de plus en plus forts. La sphère brille de mystère, Atlas s'illumine dans le ciel, et les mythes du passé ressemblent moins à des histoires qu'à des avertissements. Le monde antique a parlé, mais ce qu'il a dit n'est pas clair. La seule certitude est que la boucle a recommencé, et cette fois, nous en faisons partie. Le passé n'a pas fini avec nous. Il nous rappelle à travers la terre et les étoiles, et bientôt nous entendrons sa voix. Partie 6. Les architectes du silence. Le silence qui enveloppe la sphère bugosphère et la comète Atlas pourrait ne pas être le silence de l'absence, mais un silence intentionnel. Le silence peut être plus puissant que le bruit. Le silence pourrait être la stratégie d'observateurs qui ne veulent pas se révéler avant que le moment soit venu. Le silence pourrait être le poids d'une civilisation si avancée par rapport à nous que nos cris et nos questions ne sont que des murmures dans une tempête. Si la bugosphère est un récepteur et Atlas un messager, alors les architectes derrière eux ne sont pas humains et ne sont peu, être même pas près d'ici. Ils sont plus anciens que les pyramides, plus anciens que l'humanité, et peu, être même plus anciens que notre Soleil. Nous sommes une civilisation qui a semé des dispositifs à travers la galaxie, enfouis sous terre, cachés sous les océans, posés sur des lunes, attendant silencieusement le moment d'être activés. Cette sphère n'est peu, être pas unique. Elle pourrait simplement être notre nœud réseau, l'une des innombrables stations dormantes disséminées à travers les mondes habités. Imaginez une telle civilisation. Alors que nous, humains, taillons la pierre pour fabriquer des outils, ils construisaient des machines capables de survivre des milliards d'années. Alors que nous luttions pour maîtriser le feu, ils dispersaient des sondes déguisées en comètes. Ces sondes pouvaient errer entre les étoiles et transmettre des signaux à des récepteurs cachés. Ils n'auraient pas besoin de maintenir une présence constante. Ils auraient simplement besoin d'établir des cycles, des périodes de reconstruction et des moments de contact. Ils pouvaient partir pendant des millénaires, confiant que leur dispositif perdurerait. Dans le langage de l'astronomie, nous les appelons des civilisations de type 3, des sociétés capables d'exploiter l'énergie de toute une galaxie. Dans le langage des théories du complot, nous les appelons des dieux. Mais les dieux ne sont que des civilisations si avancées que leur science nous semble de la magie. Arthur C. Clarke l'a dit le mieux. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et la bugosphère est notre première expérience de cette indiscernabilité. Alors, quel est le but de ces architectes? Certains suggèrent la curiosité, un désir d'observer l'ascension de l'intelligence à travers les étoiles. D'autres évoquent le contrôle, la main d'un jardinier élaguant les espèces qui poussent trop vite ou dans la mauvaise direction. Une vision plus sombre suggère l'exploitation, la récolte de planètes non pas pour la communication, mais pour leurs ressources, leur énergie et leur matériel génétique. Si c'est le cas, alors le silence n'est pas bienveillant, c'est le silence du prédateur. Les architectes ne se montreraient pas, car la proie ne doit jamais voir les yeux du chasseur. Il y a des précédents dans notre propre comportement. Lorsque nous étudions les animaux, nous le faisons souvent en silence, observant sans interférer, leur attachant des transpondeurs et modifiant leur environnement pour tester les réactions. Et si l'humanité était traitée de la même manière, la bugosphère est l'étiquette, Atlas est le test, et nous sommes les sujets. Cependant, le silence peut aussi être une forme de protection. Une civilisation qui sait que la galaxie est un endroit dangereux pourrait choisir de se cacher, ne laissant que des dispositifs silencieux pour surveiller les mondes. Ils ne diffuseraient pas bruyamment, ils chuchoteraient en code. Ils attendraient que d'autres espèces mûrissent avant de se révéler. Dans ce scénario, la sphère Bugger n'est pas un piège, mais une bouteille à la mer, la preuve que nous ne sommes pas seuls, et elle ne s'est réveillée que lorsque nous avons été capables de comprendre. Mais en sommes-nous capables? L'humanité est divisée, distraite, en guerre contre elle-même, pendant que l'univers se referme sur nous. Peut être que les architectes avaient anticipé cela. Peut être que cela fait partie de l'épreuve. Pouvons-nous nous unir sous la pression? Pouvons-nous décoder le signal sans nous déchirer? Pouvons-nous faire face à une vérité qui ébranle religion et gouvernement? Le silence devient plus lourd quand on considère ce que les gouvernements ont pu savoir. Des murmures suggèrent que les services de renseignement militaires ont étudié des objets comme la sphère Bugger depuis longtemps, que des programmes de récupération d'objets non identifiés ont permis d'acquérir une technologie bien au-delà de la conception humaine.
Si cela est vrai, l'existence des architectes a peut être été reconnue en secret. Peut être que des accords ont été conclus, des avertissements ont été donnés, ou même que des communications ont eu lieu, cachées du public sous un voile de silence. Cependant, Atlas n'est pas quelque chose qui peut être caché. Son orbite est écrite dans le ciel, visible par tous. Lorsqu'il s'illuminera, lorsqu'il sera au plus près du Soleil, le monde entier en sera témoin. Cette exposition rend le silence encore plus suspect. S'il ne s'agissait que d'une comète, pourquoi garder les informations secrètes, minimiser les anomalies et le considérer comme une préoccupation de sécurité? Les architectes peuvent se taire, mais leurs créations, elles, ne le peuvent pas. Elles parlent maintenant par la convergence des découvertes, par les anomalies qui défient toute explication et par le poids des mythes qui résonnent à travers les cultures. La bugosphère n'est pas un puzzle isolé. Elle fait partie d'une structure si vaste qu'elle s'étend à travers le temps et les galaxies. Nous n'en percevons désormais qu'une vague esquisse. La peur n'est pas seulement que les architectes existent, mais qu'ils ne soient pas seuls. Si une civilisation peut disséminer des dispositifs silencieux à travers les étoiles, d'autres le peuvent certainement. Et si les sphères et l'Atlas n'étaient pas l'œuvre d'observateurs bienveillants, mais de forces rivales, d'architectes adverses dont le jeu se déroule sur des mondes comme le nôtre, l'humanité pourrait être prise dans une lutte plus ancienne que la Terre, une lutte que nous ne pouvons pas voir, une lutte où nous ne sommes rien de plus que des pions. Le silence devient alors plus sombre, non pas le silence de la patience, mais le silence de la guerre. Une guerre menée dans l'ombre à travers les galaxies, avec des dispositifs comme la bugosphère servant de balises, de récepteurs, d'armes ou de graines. Si c'est le cas, la question n'est pas de savoir si nous pouvons entrer en contact, mais si nous pouvons y survivre. Pour l'instant, le silence persiste. La sphère vibre doucement dans le cercle secret gardé. Atlas brillait faiblement dans le ciel nocturne, et l'humanité restait indifférente sous le poids d'un ancien dessin. Les architectes n'avaient jamais parlé, mais leurs appareils, eux, avaient parlé. Le prochain pas n'était pas le nôtre. Si les architectes existaient, la Terre était peu, être leur archive depuis longtemps. Les mythes de Dieu descendant du ciel n'étaient peu, être que des visites de routine, des inspections effectuées par des sondes qui entraient et sortaient de l'atmosphère, leur présence interprétée par des yeux effrayés comme des histoires de roues de feu et de chars tonitruants. Les mythes de déluge n'étaient peu, être que des réinitialisations, des catastrophes délibérément causées pour effacer les civilisations qui avaient échoué à leur test. Même les sauts technologiques soudains de notre histoire n'étaient peu, être pas aléatoires, mais des infusions de connaissances à des moments choisis par les observateurs. Regardez les sauts étranges qui défient l'évolution séquentielle. Göbekli Tepe est apparu sans précurseur évident, comme si l'idée d'une architecture monumentale était venue de nulle part. Les Sumériens ont inventé l'écriture, l'astronomie et des lois complexes du jour au lendemain, comme si la connaissance accordée était déjà complète. Les pyramides d'Égypte s'élèvent avec une précision et un alignement astronomique qui font encore débat. Puis viennent les lacunes, des périodes sombres où le progrès stagne, comme si les architectes se retiraient, observant dans le silence jusqu'à ce que les conditions leur soient à nouveau favorables. Le silence n'est pas une absence, c'est une mise en scène. Les architectes n'ont peut-être pas besoin de parler, car leurs appareils le font déjà. Les sphères Bugger pourraient contenir des instructions, non pas pour nous, mais pour d'autres machines enfouies ailleurs. Lorsque Atlas s'approche, il pourrait diffuser un code d'activation, réveillant ces machines et les connectant en réseau. À l'œil nu, le monde reste le même, mais sous terre, au plus profond des montagnes, cachées sous la mer, des machines s'agitent. Si un tel réseau existe, alors l'humanité n'a jamais été seule, jamais indépendante et jamais maîtresse de son destin. Nous pourrions être une colonie sous surveillance silencieuse, nourrie dans un environnement contrôlé et guidée sur des chemins que nous ne voyons pas. Les mythes des dieux seraient alors les mythes de gardiens, de protecteurs, ou même d'expérimentateurs dont le silence est la preuve la plus éloquente de leur contrôle. Cette prise de conscience terrifie ceux qui l'aperçoivent. Si la sphère est vraiment un récepteur, le message a commencé à être transmis. Ce pourrait être des données sur notre planète, mesures atmosphériques, chiffres de population, registres de guerre et de paix, retransmises à travers l'espace. Ou ce pourraient être des instructions écrites dans une langue que nous ne pouvons déchiffrer, insufflant à cette région des fonctions qui pourraient modifier l'équilibre de notre monde. Le silence ne cache pas le vide, mais la communication, non pas l'absence mais la présence, non pas l'ignorance mais une conception. Et puis, il y a une possibilité qui glace le sang. Les architectes pourraient n'être ni bienveillants, ni curieux, ni même indifférents. Ils pourraient être des prédateurs utilisant le silence comme couverture, les sphères comme appât et les comètes comme transporteurs. Nous ne sommes peut-être pas les destinataires de leur communication, nous pourrions être la proie. Les légendes de sacrifices, d'humains offrant des tribus aux dieux,
pourraient ne pas être des métaphores, mais de vagues souvenirs d'avoir été récoltés lors de cycles oubliés depuis longtemps. Le silence serait alors celui du prédateur, tapi dans l'ombre, attendant le moment de frapper. Pourtant, l'espoir s'accroche avec ténacité. Si les architectes étaient des jardiniers plutôt que des prédateurs, alors peut-être que cette sphère n'est pas un piège, mais une clé. Une clé vers une connaissance qui nous mènerait loin. Une clé pour communiquer avec des civilisations plus anciennes et plus sages que nous ne pouvons l'imaginer. Si nous pouvons prouver que nous en sommes dignes, si nous pouvons surmonter les épreuves, alors le silence pourra enfin parler. Les architectes ne sont peut-être pas des destructeurs, mais des enseignants. L'humanité pourrait alors s'élever au rang d'espèce galactique. Pour l'instant, la balance reste invisible. La sphère en Colombie vibre dans son secret. Atlas brille plus fort dans le ciel, et le silence des architectes devient plus lourd. Si ce silence cache le salut ou l'extinction, nous ne pouvons pas encore le savoir. Le monde se tourne vers la science pour la certitude, le réconfort des équations et des modèles qui peuvent expliquer le chaos de l'inconnu. Pourtant, la science n'est aussi forte que ses données. Et quand les données elles-mêmes refusent de coopérer, le système commence à se fissurer. C'est exactement ce qui s'est passé avec la bugosphère et la comète Atlas. Plus les explications officielles étaient examinées, plus elles révélaient de contradictions qu'aucune évaluation par les pairs ne pouvait effacer. Les archéologues ont insisté sur le fait qu'une sphère métallique sans soudure ne pouvait pas avoir 12 000 ans, que la métallurgie d'une telle précision n'appartenait qu'au temps moderne. Ils ont suggéré une supercherie, une erreur d'identification ou une contamination moderne. Pourtant, ils ne pouvaient pas expliquer la résine qui aurait été testée au laboratoire d'isotopes de l'Université de Géorgie, datée au carbone de la fin de la dernière période glaciaire. Ils ne pouvaient pas expliquer les témoins qui ont décrit des boussoles tournant, des terres devenant stériles ou des vibrations réagissant au son. Ils rejettent les affirmations, mais le rejet n'est pas une explication. L'artefact est toujours là, tangible et tenace, refusant de disparaître dans la théorie. Les astronomes ont également été confrontés à un effondrement similaire avec Atlas. Ils l'ont classé comme une comète, mais il ne se comporte pas comme une comète. Sa coma émet du dioxyde de carbone à des distances où l'eau devrait dominer. Ses signatures de polarisation sont plus nettes que toutes celles connues dans notre système. Sa couleur ne correspond pas au modèle familier de glace et de poussière. Chaque anomalie peut être attribuée à une explication forcée, des glaces étranges, une distribution de grains inhabituelle, des conditions rares, mais ensemble, elles ébranlent la confiance. Cet objet résiste au cadre que la science tente de lui imposer. Lorsque la science est impuissante, ce vide n'est pas laissé vacant. Il est rempli de spéculations. Les théories sur les anciens astronautes ont gagné le grand public. Les podcasts et les forums faisaient écho aux affirmations selon lesquelles la sphère et la comète étaient délibérément liées. Les gouvernements, au lieu de dissiper les rumeurs avec des données transparentes, gardaient le silence, alimentant ainsi la suspicion. Pourquoi encercler une sphère métallique inoffensive avec des gardes armés? Pourquoi restreindre l'accès à un objet qui aurait dû être facilement réfuté? Pourquoi dédier des observatoires militaires à la surveillance d'une comète qui n'aurait dû représenter aucune menace? Les contradictions s'intensifiaient. Des documents divulgués suggéraient des réunions secrètes liant cet artefact à l'autre visiteur extraterrestre. Des initiés anonymes murmuraient des informations sur des signatures énergétiques non divulguées. Interrogés, les fonctionnaires restaient silencieux, invoquant l'ignorance ou des raisons de sécurité nationale. Le refus de participer est devenu la preuve d'une dissimulation. Le public a commencé à se diviser. Une faction s'accrochait à l'orthodoxie scientifique, affirmant que toutes les anomalies avaient des explications naturelles, que la sphère était un canular moderne, qu'Atlas n'était qu'un météore inhabituel mais naturel. L'autre faction voyait des complots dans chaque silence, des confirmations dans chaque démenti et des preuves dans chaque rumeur. La division s'est accentuée, alimentée par la prise de conscience que les deux factions ne pouvaient pas avoir raison en même temps et que la vérité, quelle qu'elle soit, changerait tout. La science prospère grâce à la reproductibilité, à la capacité de mesurer, de tester et de vérifier. Mais la bugosphère était verrouillée, intouchable, cachée à l'examen indépendant. Atlas traversait le ciel, mais l'accès aux données haute résolution était limité à une poignée d'observatoires d'élite. Dans les deux cas, l'information était bloquée, empêchant la science de fonctionner correctement. Sans accès ouvert, le fossé s'élargirait et l'effondrement s'accélérerait. Et dans cet effondrement, des théories plus sombres émergent. Certains murmurent que la bugosphère n'est pas la seule, que les gouvernements ont trouvé d'autres sphères dans les déserts, les montagnes et les fosses océaniques. Certains affirment que l'Atlas n'est pas le premier explorateur interstellaire à être passé, mais le premier qu'ils ont rendu public. Certains vont même jusqu'à dire que Oumuamua a été intercepté, dévié, peut être même capturé,
ses secrets cachés au monde. Chaque rumeur alimente le feu, chaque contradiction approfondit l'effondrement. C'est là que la science se transforme en quelque chose qu'elle ne devrait jamais être. Au lieu de clarté, elle devient un drame, une scène où les officiels jonglent avec des récits pour maintenir leur pouvoir. La vérité sur les artefacts et les comètes est trop dangereuse à révéler, mais trop évidente pour être ignorée. Plus on serre le récit, plus il s'échappe avec violence par les interstices. En ce moment même, les contradictions s'accumulent. Un artefact qui n'aurait pas dû exister existe. Une comète qui aurait dû se comporter d'une certaine manière ne le fait pas. Les gouvernements qui auraient dû clarifier cachent, la science qui aurait dû expliquer recule. L'effondrement n'est plus une possibilité, c'est une réalité. Le cadre de la certitude s'effondre. Et dans ces décombres, quelque chose de plus ancien, plus étrange et bien plus dangereux attend. Les fissures dans le mur de la certitude ont commencé comme de petites craquelures, presque invisibles. Mais une fois que vous les avez vues, vous ne pouvez plus les ignorer. Concernant la sphère bugosphère, elle aurait dû être réfutée en quelques jours. Les experts auraient dû se manifester, l'examiner publiquement et montrer au monde que c'était soit une supercherie habile, soit une falsification moderne. C'est ainsi que la science est censée fonctionner, sous la lumière de la transparence. Mais cette lumière n'est jamais venue. Au lieu de cela, l'artefact a disparu derrière des cordons de sécurité, l'accès a été restreint, et seules des bribes d'informations ont filtré, à travers des murmures et des fuites. Ce secret est un poison pour la science, et un poison pour la confiance du public. Plus le silence se prolonge, plus l'histoire prend de l'ampleur, et plus il est difficile de la contenir. Les scientifiques affirment avec certitude que la sphère ne peut pas avoir 12 000 ans, qu'aucune culture de cette époque ne possédait la métallurgie capable de produire une telle perfection. Mais ensuite, il y a eu des rumeurs de datation au carbone, de résine attachée à la sphère testée par des laboratoires réputés, avec des résultats indiquant la période du Dryas récent, un chapitre turbulent de changement climatique où des civilisations auraient pu être submergées. Les scientifiques ont soutenu que la résine pouvait être contaminée, que les tests ne prouvaient rien quant au métal lui-même. Mais cette contradiction était fatale, car une fois que les chiffres existent, une fois qu'ils sont diffusés, le silence ne suffit plus. Les gens ont commencé à poser la question évidente. Si le test ne signifie rien, pourquoi ne pas le répéter publiquement? Pourquoi ne pas prouver qu'il est faux en plein jour? Le refus de le faire ressemblait moins à de la prudence qu'à de la peur. L'astronomie a également fait face à une tempête similaire avec la comète Atlas. Au début, les observateurs l'ont déclarée comète, mais les comètes suivent des règles, et Atlas les a enfreintes. Sa chevelure s'est étendue trop loin du Soleil, non pas à cause de la glace d'eau, mais à cause d'une prédominance de dioxyde de carbone, ce qui semblait étranger par rapport aux comètes de notre système solaire. Son signal de polarisation était plus net, plus étrange, différent des courbes que nous connaissions. Sa pente de couleur avait changé de manière à suggérer une composition chimique étrangère. Chaque anomalie pouvait être expliquée individuellement. Les scientifiques ont essayé d'étirer les modèles, invoquant des glaces exotiques, des processus rares, des particules uniques. Mais prises ensemble, ces anomalies ont brossé un tableau qui ne respectait pas les règles. La classification comme comète a commencé comme un paravent, un camouflage pour protéger le confort des catégories naturelles. Quand la science ne peut pas expliquer, elle admet souvent son ignorance. Cette humilité est sa force. Mais ici, l'humilité était absente. Au lieu d'admettre ce qu'ils ignoraient, les officiels ont drapé leur silence de pouvoir, présentant Atlas comme un fait banal, insistant sur le fait que la sphère n'avait rien à voir, même lorsque leurs propres données les contredisaient. Le refus d'admettre l'inconnu a allumé la mèche de la conspiration, et la conspiration s'est propagée plus vite que les données. En quelques semaines, les forums en ligne ont explosé de théories liant la sphère mystérieuse à Atlas. Les podcasts parlaient de la sphère comme d'un récepteur et d'Atlas comme de son émetteur. Des initiés anonymes ont affirmé que des relevés d'énergie anormaux avaient été enregistrés en Colombie. Des vidéos floues sont apparues, montrant des gardes déplaçant des conteneurs sous bâche, des camions roulant sur des routes forestières dans la nuit et des hélicoptères soulevant des caisses. Chaque preuve pouvait être fausse, mais elles ajoutaient du poids au doute, et le doute est plus puissant que la certitude. Cette rupture s'est étendue au-delà de la science et a pénétré la politique. Les dirigeants ont été sommés de faire des déclarations, mais leurs paroles étaient vagues, évasives et hésitantes. Ils ont parlé de surveillance de routine des activités scientifiques étranges et qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Mais leurs actions les ont trahis. Des satellites militaires ont été repositionnés pour surveiller Atlas, des vols ont patrouillé le ciel colombien et les budgets des programmes secrets ont augmenté sans explication. Le public a vu la contradiction et encore une fois, le silence n'a pas apaisé, il a amplifié. La religion a saisi ce moment. Les prédicateurs ont proclamé que la sphère était un objet sacré, la preuve que la prophétie était vraie, que le jour du jugement était proche.
Des textes anciens ont été cités dans les sermons, le char des échielles, les Vimanas de l'Inde, le livre de l'Apocalypse, les trompettes célestes. Dans les temples et les églises, la découverte n'était pas perçue comme archéologique, mais comme apocalyptique. Des millions de personnes ont écouté, car lorsque la science vacille, la foi comble ce vide. L'effondrement de l'autorité dans un domaine devient le carburant de l'autorité dans un autre. Le monde universitaire lui-même a commencé à se diviser. Certains universitaires ont tenté de défendre l'orthodoxie, écrivant des articles qui discréditaient les anomalies, les qualifiant de bizarreries naturelles et rejetant la bugosphère comme une supercherie indigne d'étude. D'autres murmuraient en privé que les anomalies étaient réelles, que les questions ne pouvaient être ignorées et que leur propre curiosité brûlait leur silence. Cependant, personne n'osait publier ouvertement. La peur du ridicule, la peur de voir leur financement réduit, la peur d'être étiquetés comme excentriques les ont réduits au silence. Le résultat a été une paralysie. Un système conçu pour enquêter sur la vérité était paralysé par la vérité elle-même, qui menaçait sa structure. L'histoire montre que ce n'est pas nouveau. Lorsque les premiers rapports sur les météorites sont apparus, les scientifiques les ont ridiculisés, affirmant que des pierres ne pouvaient pas tomber du ciel, car le ciel était parfait et immuable. Les fermiers qui les trouvaient étaient ridiculisés, leurs récits rejetés comme de la superstition. Ce n'est que lorsque les débris sont devenus indéniables que la science a changé, prétendant avoir toujours été ouverte à l'idée. La même loi se répète maintenant, la sphère bugosphère rejetée jusqu'à ce qu'elle ne puisse peu être plus l'être. Atlas expliquait, jusqu'à ce que son étrangeté soit indéniable. Et dans l'intervalle entre le déni et l'admission, le chaos s'intensifie. Le chaos n'est pas confiné au laboratoire et au Parlement. Il s'infiltre dans chaque salon, éclate sur des écrans lumineux et se reflète dans les yeux inquiets des gens ordinaires. La question se propage comme un virus, murmuré dans les bars, débattu dans les salles de classe et scandé lors des manifestations. Si la sphère est réelle, qu'est-ce que cela signifie? Si Atlas n'est pas juste une comète qu'il a envoyée? Si les gouvernements mentent, que cachent-ils? La certitude s'estompe, laissant place au doute, et le doute est la graine de l'instabilité. Le monde se divise en factions. Certains s'accrochent à la science, affirmant que chaque anomalie doit avoir une explication naturelle, aussi forcée soit-elle. D'autres adhèrent aux théories du complot, convaincus que nous sommes les sujets d'une expérience ancienne. Une troisième faction flotte dans l'incertitude, l'insécurité, attendant une clarté qui ne vient jamais. Les divisions s'approfondissent, car chaque nouveau silence, chaque nouvelle contradiction pousse les gens plus loin dans leur faction. La science, née pour unir l'humanité par la vérité, est maintenant une force de division, brisée par une pression qu'elle ne peut supporter. L'effondrement est devenu total. L'archéologie ne peut expliquer la sphère, l'astronomie ne peut expliquer Atlas, la politique ne peut admettre la vérité, et la religion a saisi ce vide. Le résultat est une tempête chaotique, où tout devient possible, où les idées les plus étranges prospèrent parce que rien d'autre ne peut plus satisfaire. Et dans cette tempête, une possibilité des plus dangereuses est apparue. Et si ces contradictions n'étaient pas un échec, mais faisaient partie du plan, et si les architectes voulaient que cela arrive, voulaient que nous soyons confus, divisés, et que nous nous posions des questions, et si l'effondrement de la science faisait partie d'un test, une mesure de notre réaction face à des vérités inexplicables, allons-nous nous retourner les uns contre les autres, ou chercherons-nous l'unité? S'accrocherons-nous à de fausses certitudes, ou accepterons-nous l'inconnu? En ce moment, l'expérience est en cours. La bugosphère est sous le voile du secret, Atlas dérive dans le ciel, et les structures scientifiques s'effondrent sous la pression. Le silence persiste, et dans ce silence, l'ancien monde s'éteint et un nouveau commence à prendre forme, un monde construit non pas sur la certitude, mais sur les débris de la contradiction. Partie 8. L'expérience humaine. L'idée que nous sommes seuls a toujours apporté un certain réconfort. Elle nous permet de croire que les victoires sont les nôtres, que les erreurs sont les nôtres à corriger, et que l'histoire n'est rien d'autre que le récit de la volonté humaine. Mais si la sphère de Bugger est ce qu'elle semble être, si Atlas n'est pas simplement une comète, alors ce réconfort s'évanouit. Nous ne sommes plus les auteurs de notre propre histoire, nous sommes les sujets d'un test, et les examinateurs observent depuis avant la construction des pyramides. Pensez à cette époque. Il y a 12 000 ans, le monde s'effondrait. Les inondations submergeaient les côtes, le feu tombait du ciel, et des civilisations que nous ne pouvons qu'entrevoir étaient complètement anéanties. C'est à ce moment précis, selon les rapports, que la sphère a été déposée, enfouie comme une graine, attendant le retour de sa saison. Qui l'a placée là et pourquoi? La réponse la plus simple est aussi la plus troublante. Elle a été laissée pour observer, mesurer et enregistrer l'ascension et la chute de l'espèce qui hériterait de la Terre. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Maintenant, imaginez le rôle d'Atlas, un vagabond plus ancien que notre planète, déguisé en comète, dérivant à travers la galaxie. Lorsqu'il passe près d'un monde ensemencé,
il transmet un signal. La sphère reçoit, décode et répond. Ce cycle se répète sans fin, d'un système stellaire à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes qu'une expérience parmi d'innombrables autres, un fichier parmi d'innombrables autres stocké dans une archive cosmique. C'est une pensée difficile à accepter, mais les preuves s'alignent. Alors sur quoi sommes-nous testés? Peut être notre intelligence, si nous pouvons construire une technologie, si nous pouvons lever les yeux vers les étoiles et reconnaître qu'elles abritent d'autres êtres. Peut être notre moralité, si nous pouvons construire des sociétés qui se soucient les unes des autres, ou si nous nous effondrerons dans des guerres sans fin. Peut être notre résilience, si nous pouvons survivre à une catastrophe après l'autre, reconstruire encore et encore. Les mythes du déluge, les récits de feu, les souvenirs de recommencement, tout cela correspond au modèle d'expérience menée et ayant échoué. Et si c'est vrai, alors nous ne sommes que la dernière itération, pas la première, et probablement pas la dernière. La preuve de l'expérience est éparpillée sous nos yeux. Des ruines comme Göbekli Tepe surgissent de nulle part, bien en avance sur leur temps, puis sont délibérément enterrées comme pour cacher la vérité jusqu'à plus tard. Les mythes anciens décrivent des dieux descendant du ciel, non pas pour bénir l'humanité, mais pour juger, pour exiger l'obéissance et pour punir l'échec. Les études génétiques montrent des sauts soudains, des goulots d'étranglement, des interventions qui ne peuvent être entièrement expliquées par l'évolution naturelle. Chaque indice est une pièce d'un plus grand dessin, un dessin que nous avons refusé de voir jusqu'à présent. La possibilité plus sombre est que nous ne sommes pas testés pour réussir, mais pour être récoltés. L'expérience pourrait ne pas porter sur la connaissance ou la moralité, mais sur l'utilité. Quelles ressources fournissons-nous? Quelles données générons-nous? Quelle énergie produisons-nous? La sphère bugosphère pourrait n'être qu'un capteur surveillant la croissance d'une récolte, et Atlas pourrait être le messager ramenant les résultats à ses créateurs. Et quand la récolte arrive, quand le cycle est terminé, qu'est-ce qui sera emporté? Mais même cette pensée dérive vers une autre, encore plus glaçante. Et si le test ne nous concernait pas, mais eux? Et si nous n'étions pas le sujet, mais l'outil? Une population contrôlée utilisée pour mesurer les conditions, pour affiner les expériences, pour préparer des résultats au-delà de notre compréhension. Les architectes pourraient ne pas se soucier de notre survie ou de notre échec. Nous pourrions n'être qu'une autre entrée dans un carnet de laboratoire galactique. Nos guerres, nos empires, nos inventions, tout cela ne serait que des notes griffonnées en marge. Cette expérience a révélé une chose, nous sommes trop facilement divisés. La découverte d'une seule sphère et d'un seul objet interstellaire a brisé la science, ébranlé la politique et divisé le monde en factions de croyants et de négationnistes. C'est peu être le résultat, peu être que les architectes voulaient savoir combien de temps il faudrait à une espèce pour se retourner contre elle-même face à la vérité. Si c'était le défi, l'expérience a donné son verdict, et il n'est pas bon. Pour l'instant, le défi continue. La sphère de Bugger attend, silencieuse mais pas immobile, vibrant d'un bourdonnement qui pourrait être du bruit ou un code. Alors qu'Atlas se rapproche de son périhélie, son enveloppe de gaz s'illumine, son gaz s'échappant dans l'espace comme un signal caché dans la lumière. Les deux appareils sont alignés, l'expérience est en cours et l'humanité est observée. Les examinateurs sont silencieux, mais leur silence est le son le plus assourdissant. Et si toute l'histoire de l'humanité n'était qu'une expérience, pas une seule fois, mais une série de défis de plus en plus intenses. D'abord, la survie. Pouvons-nous supporter le gel, les prédateurs et la rareté? Ensuite, la coopération. Pouvons-nous former des tribus, des villages, des villes sans nous déchirer? Puis, l'innovation. Pouvons-nous inventer des outils, l'art, le langage, l'agriculture, la technologie? Chaque étape est un point de données, chaque effondrement une correction. Lorsque les civilisations subissent des inondations ou des incendies, ce n'est peut-être pas un échec de la nature, mais une réinitialisation délibérée, un bouton pressé pour effacer et réessayer. Cette expérience pourrait ne pas se limiter à notre espèce. Considérez les autres branches de l'humanité qui ont autrefois existé à nos côtés. Les Néandertaliens, les Dénisoviens, les populations mystérieuses dont l'ADN coule encore dans nos veines. Pourquoi avons-nous survécu et pas eux? Peut-être que nous ne sommes pas les chanceux, mais la variable choisie dans l'expérience, sélectionnée pour notre endurance, pour notre adaptabilité, pour notre curiosité. La sphère de Bugger a peut-être été placée pour nous surveiller spécifiquement, pour surveiller si la souche choisie peut atteindre le seuil de conscience. Les mythes de Dieu punissant l'humanité correspondent à ce schéma avec une précision stupéfiante. Les Sumériens écrivent que Anu et Enlil décident du sort de l'humanité, choisissant qui vivra et qui sera détruit. La Bible raconte que Dieu regarde la terre, la trouve corrompue et envoie un déluge. Les écritures hindoues parlent des cycles yuga, chaque cycle se terminant par une destruction avant qu'une nouvelle ère ne commence.
Si nous mettons de côté le langage divin, ce qui reste est celui de l'évaluation, des résultats comptabilisés, des tests réussis ou échoués. Cette expérience ne porte pas seulement sur la matière, mais aussi sur la psychologie. Comment réagissons-nous face à l'inconnu? Nous effondrons-nous dans la peur? Explosons-nous dans la violence? Ou faisons-nous preuve de curiosité et de coopération? La sphère Bugger n'est pas seulement un appareil, c'est un miroir qui renvoie nos réactions au testeur. La façon dont nous gérons sa découverte pourrait être le véritable test, plus important que l'artefact lui-même. Et jusqu'à présent, notre réaction a été la panique, le secret, le déni et la conspiration. Si c'est une note, nous échouons. Mais les créateurs pourraient ne pas nous évaluer comme nous nous évaluons nous-mêmes. Peut être que c'est précisément le chaos de notre réaction qu'ils voulaient voir. Une espèce divisée peut être dangereuse, mais aussi imprévisible, créative et plus difficile à contrôler. Une espèce unie peut être stable, mais aussi sujette à la stagnation, prévisible et facile à manipuler. Le test n'a peut être pas de réussite ou d'échec. Il pourrait simplement s'agir de collecter des données. Et le résultat n'est pas un jugement, mais une classification. Nous sommes classés, stockés, enregistrés, avec nos forces et nos faiblesses répertoriées pour des objectifs que nous ne pouvons pas encore imaginer. Maintenant, pensons encore plus loin. Si Atlas est le messager, alors ces données ne sont peut être pas stockées ici. Peut être que la sphère les collecte, les encode, les transmet vers le haut, et Atlas les retransmet, emportant nos annales dans la galaxie, nos guerres, nos arts, nos triomphes et nos échecs, tous réduits à des motifs de fréquence transmis à travers l'espace à ceux qui ont initié cette expérience. Pour eux, nous ne sommes pas l'histoire, pas la culture, pas l'identité, mais seulement des données. La possibilité la plus effrayante est que l'expérience touche à sa fin. Atlas n'est peut être pas là pour transmettre d'autres questions, mais pour recevoir les dernières réponses. La sphère Bugger n'attend peu être pas de collecter plus d'informations, mais d'envoyer son rapport. 12 000 ans de données, 12 000 ans d'observations sont sur le point d'être empaquetés, finalisés et renvoyés. Et une fois le rapport envoyé, que se passera-t-il ensuite? Les juges décideront-ils que nous sommes prêts pour le contact, ou prêts à être effacés? Nos esprits reculent devant cela car nous sommes programmés pour croire en l'autonomie, au libre arbitre, à notre capacité de choisir. Mais selon la logique de l'expérience, nos choix n'ont jamais été les nôtres. Ce sont des variables, des paramètres, des facteurs mesurés en fonction d'un résultat. Nous n'avons jamais été les auteurs, nous sommes les sujets. Et le stylo a toujours été dans la main de quelqu'un d'autre. Maintenant, les dernières questions sont en train d'être écrites. La sphère de Bugger est sous garde, silencieuse, mais lourde de dessins. Atlas dérive plus près du soleil, sa couronne lumineuse chaque nuit. L'expérience atteint son point culminant, et nous sommes tous dans le laboratoire, que nous l'admettions ou non. Partie 9. Compte à rebours, jusqu'au contact. Le monde est dans un compte à rebours, même si aucune horloge ne peut afficher les chiffres. Le compte à rebours est inscrit dans l'orbite lente d'un corps céleste venu d'une autre étoile, un voyageur plus ancien que la Terre elle-même, qui se dirige maintenant vers son approche la plus proche de notre Soleil. Les astronomes appellent cela le périhélie, un moment défini mathématiquement, le zénith de la luminosité, le maximum d'énergie, un point unique de l'orbite où la distance, la chaleur et la lumière convergent en un crescendo. L'objet a été nommé Atlas, mais ce nom est trop petit pour ce qu'il est devenu. Pour des milliards de personnes, ce n'est plus seulement une comète, c'est un signe, un avertissement, une question, et peut être même une réponse. Les gouvernements connaissent la date, les scientifiques aussi, et quiconque a suivi cette histoire depuis sa découverte la connaît également. L'alignement est inévitable, précis comme une lame. La Terre tourne vers ce moment aussi sûrement que la galaxie elle-même tourne. Aucun mot, aucune dénégation, aucun secret ne peut l'arrêter. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais ce qui arrivera quand cela arrivera. Chaque jour, Atlas devient plus lumineux. Les télescopes le suivent et leurs images sont diffusées en direct sur Internet, mais les données rendues publiques sont rares, sélectionnées et épurées. Les astronomes indépendants parlent d'anomalies, d'éruptions soudaines, de panaches inattendus et de spectres inexplicables. Les agences officielles répondent par des explications prudentes, des glaces exotiques, des processus uniques, des modèles étirés jusqu'à la quasi-rupture. Mais le public perd patience. Si ce n'est qu'une comète, pourquoi le secret, pourquoi les contradictions et pourquoi le silence s'épaissit-il à mesure que l'objet approche? Et ce silence est aussi sur Terre. La bugosphère reste sous clé, sa position inconnue, sa présence niée. Pourtant, les rumeurs filtrent. Les ouvriers chuchotent des vibrations qui secouent le sol la nuit, des équipements qui enregistrent des fréquences au-delà du seuil auditif, des lumières qui clignotent sans que personne n'ait touché l'interrupteur. Certains suggèrent que les signaux d'Atlas et les impulsions de la sphère se sont reflétés mutuellement,
comme si les deux dialoguaient à travers des millions de kilomètres. Cette idée se répandit comme une traînée de poudre. L'expérience n'attendait plus le contact. Le contact avait déjà commencé. Partout dans le monde, la pression montait. Des manifestants défilaient dans les rues, exigeant la divulgation, brandissant des pancartes « Nous avons le droit de savoir ». Des prédicateurs remplissaient les églises, avertissant que le jour du jugement était proche, pointant du doigt les prophéties de feu du ciel et de trompettes célestes. De nouvelles sectes surgissaient du jour au lendemain, certaines promettant le salut par le culte de la sphère, d'autres exhortant leurs fidèles à se préparer à l'ascension quand Atlas atteindrait son apogée. Pendant ce temps, les survivalistes s'enfonçaient plus profondément dans leurs abris, stockant de la nourriture, convaincus que le compte à rebours ne se terminerait pas par une révélation, mais par l'annihilation. Internet était une tempête. Chaque image du télescope était disséquée, chaque rumeur amplifiée et chaque silence interprété comme une preuve. Des vidéos prétendaient montrer des convois secrets déplaçant la sphère, des hélicoptères la transportant sous des bâches et des sous-marins la livrant à des bases sous-marines. D'autres vidéos affirmaient qu'Atlas transmettait des codes visibles à sa traîne, que sa luminosité clignotait selon des motifs comme du morse dans les étoiles. Rien de tout cela ne pouvait être prouvé, mais des millions de personnes y croyaient quand même, car l'explication officielle ne satisfaisait plus. Dans le vide de la certitude, l'imagination devient réalité. Pendant ce temps, la communauté scientifique est divisée. Certains s'accrochent à l'explication d'une comète naturelle, malgré ses propriétés étranges. D'autres murmurent en privé que les anomalies sont inexplicables, qu'ils sont témoins de l'inédit. Quelques-uns osent parler publiquement, suggérant la possibilité de technologie, de conception, d'intention. Ils sont moqués, ridiculisés, réduits au silence. Pourtant, leur voix se propage, car ils expriment ce que d'innombrables autres pensent tout bas. La désintégration s'étend à la politique. Les législateurs exigent des auditions, les généraux murmurent des menaces, les présidents éludent les questions. Personne n'admet la peur, mais tout le monde la ressent. Les satellites militaires sont redéployés, les budgets sont discrètement réorientés, les agences spatiales sont placées sous le contrôle direct des comités de renseignement. Rien de tout cela n'est rendu public. Mais ces mouvements sont manifestes pour ceux qui savent regarder. Le monde se prépare à quelque chose, même si personne ne dit de quoi il s'agit. Et, à travers tout cela, le compte à rebours continue, propulsé par la gravité, par la progression implacable de la mécanique orbitale. Rien de tout cela n'est rendu public, mais ces mouvements sont manifestes pour ceux qui savent regarder. Et la bugosphère attend, silencieusement mais avec agitation, comme un tambour trop tendu. L'humanité est prise entre la terre et le ciel, témoin de deux choses qui ne peuvent se réaliser simultanément, sachant que le dénouement ne peut être retardé. L'imagination dépasse le moment présent. Certains craignent que la sphère ne s'ouvre, ne se fende comme une coque, libérant une technologie qui dépasse l'entendement, peut être le salut, peut être la destruction. D'autres croient qu'Atlas se brisera, libérant des objets qui pleuvront sur la Terre comme cela s'est produit à des époques plus primitives, lorsque le feu et la glace ont détruit d'anciennes civilisations. D'autres encore murmurent à propos de la résonance, d'une fréquence qui monte en puissance jusqu'à son paroxysme, de vibrations capables de modifier l'esprit, le corps et même la planète. L'histoire n'apporte aucun réconfort. Les mythes de déluge, de feu céleste, de Dieu descendu pour juger, tous indiquent des cycles, des réinitialisations, des fins qui sont aussi des débuts. Si la sphère a été placée là pour survivre à un tel cycle, alors peut être que ce compte à rebours se terminera dans la catastrophe. Si c'est le cas, nous ne sommes pas les premiers à nous tenir au seuil. Nous pourrions n'être que la dernière expérience d'un cycle aussi ancien que le temps lui-même. Les chefs religieux appellent au calme, mais beaucoup admettent en privé que les signes sont indéniables. Les prophéties autrefois rejetées comme métaphores semblent se dérouler en temps réel. Les astronomes continuent de fournir des mises à jour, mais leur langage devient de plus en plus tendu et leurs explications de plus en plus creuses. Les politiciens promettent la sécurité, mais leurs yeux trahissent la peur. La tension monte partout, car le monde entier sait que le moment est inévitable. Et puis, cette pensée surgit, empêchant même les plus rationnels de dormir. Et si le contact avait déjà eu lieu, invisible à nos sens, caché dans des codes que nous ne pouvons pas lire, dans des fréquences que nous ne pouvons pas entendre, et si la sphère avait répondu et qu'Atlas avait reçu le signal, et que l'expérience était entrée dans sa phase finale, si c'est le cas, le compte à rebours n'est pas pour la communication, mais pour l'action. Le ciel s'éclaircit chaque nuit, la sphère vibre plus fort dans les murmures. Les gens sont de plus en plus agités, les gouvernements de plus en plus silencieux, et les scientifiques de plus en plus divisés. Le compte à rebours s'écoule inexorablement. Et la question qui semblait autrefois abstraite devient maintenant pressante, urgente et inévitable. Que se passera-t-il quand le ciel parlera et que la terre répondra ? À Tokyo, la foule se rassemble sur les toits avec des télescopes.
observant Atlas devenir plus brillant chaque nuit, capturant sa faible lueur rouge comme preuve du retour d'un dieu. Au Caire, les dignitaires religieux appellent cet objet l'œil de Ra, déclarant que le dieu Soleil a envoyé un messager pour réveiller le monde. À New York, les manifestants se heurtent aux forces anti, émeutes devant les Nations Unies, exigeant la divulgation d'informations secrètes sur la sphère Bugger avant que la comète n'atteigne son apogée. À Bogota, des murmures se répandent que la Colombie est devenue le centre involontaire d'un jour de jugement, la terre choisie pour abriter l'artefact qui décidera du sort de l'humanité. Le compte à rebours se fait sentir partout, même sans horloge pour l'afficher. La télévision diffuse en direct des cartes du ciel, la presse imprime des diagrammes de la trajectoire de l'objet, et les podcasts spéculent sans fin sur ce qui se passera au jour du rapprochement. Le monde entier a les yeux tournés vers le ciel, et chaque jour qui passe semble plus lourd que le précédent. Dans les laboratoires, les scientifiques travaillent en silence. Les équipes analysent les émissions d'Atlas, mesurent les gaz, modélisent la couche de poussière et exécutent des simulations qui se terminent toujours par des contradictions. Chaque rapport contient des mots comme anomalie, inattendu et sans précédent. Le langage de la certitude s'est effondré, remplacé par des euphémismes et des clauses de non-responsabilité. Dans des conversations privées, certains admettent qu'ils ne sont plus sûrs d'étudier de la géologie. Un chercheur décrit l'objet comme une balise camouflée, un autre comme une chambre froide de chimie extraterrestre, et un autre encore comme une machine plus ancienne que la Terre. Aucune de ces hypothèses n'est publique, mais les rumeurs se propagent, alimentant la tempête extérieure. Dans l'installation où la sphère de la bugosphère était cachée, le nombre de gardes avait doublé, les clôtures étaient plus hautes et les rumeurs de plus en plus étranges. Certains disaient que la sphère brillait faiblement dans l'obscurité, d'autres qu'elle vibrait en rythme avec l'augmentation de la luminosité d'Atlas. Les ingénieurs affirmaient que les capteurs placés à proximité avaient enregistré des signaux dans une gamme dépassant l'ouïe humaine, des impulsions répétées avec une précision mathématique. Les données avaient été classifiées, mais des fragments avaient filtré, se propageant sur les réseaux, décodés, réinterprétés et amplifiés. Pour le public, la sphère avait pris vie, avait parlé et avait répondu à l'appel du ciel. Les gouvernements se préparaient à des résultats qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Des émissions d'urgence étaient scénarisées à l'avance pour être diffusées en cas de panique de masse. Les bases militaires menaient des exercices de préparation au déploiement sous couvert de réponse aux catastrophes. Les agences de renseignement faisaient circuler des rapports avertissant de cultes planifiant des suicides de masse, de groupes de miliciens se préparant à attaquer et d'économies se préparant à l'effondrement si la vérité était admise. Les dirigeants se rencontraient dans des pièces closes, échangeant des informations à voix basse, sachant qu'aucun d'entre eux ne pouvait contrôler ce qui allait arriver. Et puis, il y avait le fardeau psychologique, l'anxiété lancinante de ne pas pouvoir échapper au compte à rebours. Les gens parlaient de rêves étranges de sphères lumineuses, de voix chuchotantes venues du ciel, et de la montée des eaux, une fois de plus. Les psychologues ont parlé d'hystérie de masse, une panique mondiale née de l'incertitude. Mais si c'était autre chose? Et si la sphère elle-même affectait l'esprit des gens, projetant des images, façonnant les pensées et préparant l'humanité d'une manière que nous ne pouvions pas encore mesurer? La ligne entre la paranoïa et l'influence s'est estompée, et la peur s'est répandue plus vite que la vérité. L'attente était divisée selon des lignes familières. Les optimistes appelaient Atlas le présage d'une nouvelle ère, un messager cosmique apportant la sagesse et promettant un bond en avant vers le contact. Les pessimistes y voyaient la fin, une arme sur le point de provoquer des inondations et des incendies comme cela s'était produit 12 000 ans auparavant. Les réalistes s'accrochaient à la science, insistant sur le fait que cela devait être naturel, insistant sur le fait que rien ne se passerait et insistant sur le fait que tout serait expliqué avec le temps. Mais cette insistance devenait de plus en plus fragile, comme la peinture qui s'écaille des murs, incapable de cacher les fissures en dessous. Le compte à rebours continuait. Personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait le retarder, et personne ne pouvait y échapper. La comète devenait plus brillante, la sphère vibrait plus fort, et le monde entier retenait son souffle. Partie 10. Un message à l'humanité. Ce moment n'est pas arrivé avec le tonnerre, mais avec le silence. Pas avec la certitude, mais avec la peur. Atlas a atteint son périhélie, brillant plus que jamais, son atmosphère s'étendant en une aura rouge qui a peint le ciel nocturne. Les télescopes du monde entier ont enregistré sa lumière, les spectrographes ont enregistré son rayonnement, les capteurs ont mesuré ses rayons, mais les données s'écartaient des modèles et ne suivaient aucune loi. L'objet n'était pas seulement plus lumineux, il avait un rythme, il pulsait, sa luminosité augmentant et diminuant comme un battement de cœur. Certains ont appelé cela une oscillation naturelle, d'autres un signal. Mais quelle que soit la vérité, le monde entier la ressent. Au même moment, au fond de l'installation sécurisée où repose la bugosphère, le bourdonnement s'intensifie. Les gardes signalent des vibrations secouant les murs,
des lumières clignotant dans les couloirs et des équipements électroniques défaillants sans raison apparente. La sphère elle-même luit faiblement, un reflet rouge faisant écho aux couleurs d'Atlas au-dessus. Les capteurs enregistrent des impulsions parfaitement synchronisées avec le rythme de la comète, comme si la sphère terrestre et le visiteur interstellaire battaient à l'unisson à travers le vide. La connexion n'est plus une spéculation, elle est indéniable, tangible et visible. Le monde réagit comme un seul homme, bien qu'avec des voix différentes. Dans les églises, les cloches sonnent, les pasteurs déclarent que la prophétie est accomplie, que les dieux sont revenus pour juger la terre. Dans les rues, des foules se rassemblent pour regarder la traînée lumineuse traverser le ciel, certains émerveillés, d'autres terrifiés, certains à genoux en prière. Dans les abris, les survivants serrent leurs armes, convaincus que le déluge est sur le point de revenir. Dans les universités, les scientifiques fixaient des flux de données, murmurant qu'ils étaient témoins d'une communication, d'un dialogue non destiné aux oreilles humaines. Et puis le premier choc est arrivé. Des appareils réglés sur les bandes électromagnétiques ont enregistré des salves de perturbations structurées, non aléatoires, non naturelles, mais claires et répétées avec une précision mathématique. Les signaux émanaient d'Atlas et ils étaient renvoyés par des impulsions de la bugosphère. À travers des millions de kilomètres, une conversation avait commencé. L'humanité écoutait, mais ne pouvait pas déchiffrer. La langue était trop étrangère, la structure au-delà de la compréhension, mais l'intention était trop claire. Deux appareils séparés par le temps et la distance se parlaient à nouveau. La peur s'est approfondie. Si c'était une communication, elle n'était pas pour nous. Nous étions des intrus, des insectes écoutant les paroles des géants. Ces messages pouvaient contenir des instructions, des ordres, des rapports ou des jugements. La sphère pourrait transmettre 12 000 ans de données, tout ce qu'elle a enregistré sur nous, sur nos guerres, notre culture et notre technologie. Atlas pourrait recevoir, stocker et se préparer à ramener cette information dans la galaxie. L'humanité elle-même pourrait n'être rien de plus qu'une étude de cas, une ligne dans une expérience sans fin, une histoire terminée dès son commencement. Mais d'autres y voient de l'espoir. Si nous pouvons décoder le signal, nous pourrions acquérir des connaissances inimaginables. La science pourrait nous faire progresser de plusieurs siècles, la médecine pourrait guérir toutes les maladies, et l'énergie pourrait alimenter toute une civilisation. Ces signaux ne sont peu, être pas un jugement, mais une invitation, une porte ouverte sur un univers plus vaste. Si seulement nous pouvions comprendre, si seulement nous pouvions prouver que nous sommes prêts. Les gouvernements tentent de cacher la vérité, mais le ciel ne peut être caché, pas plus que le bourdonnement de la sphère. Les données ont fuité, des fragments de signal circulent en ligne, décodés par des amateurs en formes étranges ressemblant à des symboles, des cartes ou des manuels. Les théories du complot se multiplient. Certains pensent que les signaux sont des coordonnées indiquant des endroits sur Terre où d'autres orbes sont enfouis. D'autres croient que ce sont des codes génétiques, des messages cachés dans l'ADN lui-même. Et d'autres encore croient toujours que ce sont des avertissements, des comptes à rebours vers une refonte à laquelle nous ne pouvons échapper. Pendant ce temps, les impulsions deviennent de plus en plus rapides, plus fortes et plus urgentes, comme si le dialogue s'accélérait vers une conclusion. Le point culminant est proche, et le monde entier le sait. Les mythes résonnent à nouveau, plus forts que jamais. Les Sumériens parlaient de Dieu venant sur des chars de feu pour juger puis repartir. Les Hébreux racontaient des déluges envoyés pour purifier la terre. Les Hindous écrivaient sur des cycles d'époque, chaque cycle se terminant par la destruction. Les Hopis ont mis en garde contre des mondes qui émergent et s'effondrent, chacun détruit avant que le suivant ne commence. Aujourd'hui, les mythes et le présent se confondent. L'humanité se tient au même endroit que ses ancêtres, levant les yeux vers le ciel, attendant le jugement, attendant la renaissance, attendant ce qui viendra ensuite. Et puis, le silence, les impulsions s'arrêtent, la comète passe son apogée, la lumière s'estompe, la queue s'étire loin du soleil. La sphère se calme, le bourdonnement s'estompe dans le silence. Les instruments n'enregistrent rien, les signaux disparaissent, le dialogue est terminé. Pour les sens humains, rien n'a changé, le monde est le même, mais tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Pendant 12 000 ans, la bugosphère a attendu. Pendant des milliards d'années, Atlas a erré. Ils se sont rencontrés un instant, ont parlé une langue au-delà de notre compréhension, puis ont continué leur chemin. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été décidé? Nous ne le savons pas. Peut être le message à T il était envoyé, peut être le verdict à T il était rendu, ou peut être l'invitation à T il était lancé. L'expérience a peut être pris fin, ou elle n'a peut être fait que commencer. Le message à l'humanité ne se trouve pas dans les signaux, ni dans les données, ni dans les mots que nous ne pouvons pas déchiffrer. Il se trouve dans le miroir qu'ils nous ont tendu. Face au mystère, nous nous sommes divisés. Face à l'inconnu, nous avons paniqué. Face à une possibilité, nous nous sommes plus battus entre nous que nous n'avons cherché des réponses. Les orbes et les comètes nous ont montré non seulement que nous ne sommes pas seuls, mais aussi que nous ne sommes pas prêts.
Et pourtant, il est encore temps. Atlas s'est éteint dans l'obscurité, l'orbe est retombé dans le silence, mais les deux sont toujours là. Ils attendront comme ils l'ont toujours fait, comme ils le feront toujours. Les architectes sont patients, l'expérience est longue, et le prochain cycle viendra. Et quand il viendra, l'humanité sera confrontée à la même question une fois de plus. Que ferons-nous quand le ciel parlera et que la terre répondra? Le silence qui a suivi était plus lourd que les signaux eux-mêmes. Pendant des jours, puis des semaines, les gens ont regardé le ciel où Atlas avait brillé le plus fort, observant sa lumière s'estomper, une braise s'évanouissant dans le néant. Certains ont appelé cela un rideau, une déception, la preuve que rien de surnaturel ne s'était jamais produit. Mais le monde n'était plus ce qu'il était. L'air était comme électrisé, tel l'écho du tonnerre bien après le passage de l'orage. Le gouvernement faisait des déclarations insipides et calculées. Ils appelaient Atlas une comète. Inhabituelle mais naturelle, rien de plus, rien de moins. Ils refusaient de commenter la bugosphère. Cependant, leurs assurances sonnaient creux, car le silence précédent était trop suspect et le silence qui suivait trop dérangeant. Les gens se souvenaient des impulsions, des flambées, des rumeurs de bourdonnement. Ils se souvenaient des contradictions, du secret bien gardé et des changements soudains dans le langage officiel. L'histoire ne pouvait être enterrée, car trop de gens l'avaient vue se dérouler de leurs propres yeux. Dans les familles du monde entier, les gens se sentaient tentés. Ils rêvent de sphères, de signaux, de déluges et de feux. Certains se sentent attirés par d'anciennes légendes, relisant des récits qu'ils pensaient être de la fiction, se demandant maintenant s'ils n'étaient pas des avertissements. D'autres sentent la paranoïa s'installer partout, persuadés que l'expérience est terminée et que le jugement est déjà écrit. L'incertitude est pire que la certitude, car personne ne sait si ce silence signifie la sécurité ou la destruction. Les religions se fissurent sous le poids de cet événement. Certains déclarent que les architectes sont des anges, leurs signaux des messages divins cachés dans des fréquences au-delà de l'ouïe humaine. D'autres affirment qu'ils sont des démons, des trompeurs déguisés en lumière et en métal. D'autres encore les acceptent comme des dieux, le retour d'êtres longtemps prophétisés. Les croyances se divisent en factions, chacune réécrivant sa doctrine face à ce qui s'est passé. Le paysage spirituel s'est brisé, et dans cette fracture, de nouveaux cultes ont fleuri, adorant la sphère, priant pour Atlas et attendant le début du prochain cycle. La science essaye de se rétablir, mais les fissures sont là. Certains chercheurs insistent sur le fait que les signaux ne sont que des artefacts de l'équipement, des dysfonctionnements, des erreurs d'interprétation. D'autres admettent silencieusement que les motifs sont réels, structurés et indéniables. Mais même les voix les plus honnêtes ne peuvent échapper au fait qu'elles ne savent pas ce qui a été dit. La conversation qui a eu lieu était au-delà de leur compréhension, hors de leur portée. La science est censée répondre aux questions, mais ici, elle ne peut qu'avouer son ignorance. Et l'ignorance est une blessure lancinante dans l'imagination du public. La sphère repose à nouveau, inerte comme la pierre, mais personne ne la regarde plus de la même manière. Ce n'est plus un artefact, plus une curiosité, c'est un participant actif à quelque chose de plus grand. Tout ce qui s'est passé entre elle et Atlas est terminé pour l'instant, mais l'appareil attend comme il l'a toujours fait. L'homme se demande ce qu'il contient, ce qu'il retient et ce qu'il prépare pour la prochaine étape. Le silence est comme une pause, pas une fin. Et c'est la vérité la plus troublante. Les architectes, qui qu'ils soient, ont une patience qui ne se compte pas en années, mais en millénaires. Ils nous observent depuis 12 000 ans, et ils nous observeront encore 12 000 ans s'ils le souhaitent. Nous sommes dans leur expérience, dans leur histoire, que nous l'admettions ou non. Atlas a pu s'éloigner, mais d'autres suivront. La sphère a pu se reposer, mais elle peut se réveiller. Ce cycle n'a pas de fin visible pour nous, seulement des pauses entre les tests. Le message à l'humanité n'est pas une phrase codée, pas un mot caché dans la lumière. C'est un miroir, un reflet de ce que nous sommes devenus face à l'inconnu. Nous nous divisons, nous paniquons, nous nous battons. Mais nous rêvons aussi, nous imaginons des dieux et des architectes. Nous cherchons un sens, et nous remettons en question tout ce que nous pensions savoir. C'est peu être ça le problème. Peu être que l'expérience n'est pas de voir si nous réussissons ou échouons, mais si nous pouvons encore imaginer, tendre la main et aspirer à la vérité, même quand elle nous terrifie. Le ciel s'assombrit à nouveau, la sphère est silencieuse, mais le poids de ce moment persiste. L'humanité a été rappelée que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls, que cet univers est plus vieux et plus étrange que nous n'osons l'admettre. Les architectes ont parlé sans mots, et le silence qu'ils ont laissé est le plus grand son que nous ayons jamais entendu. Conclusion, se tenir au bord, le monde ne s'est pas effondré quand Atlas a atteint son apogée. Le ciel n'a pas déversé de feu, les océans n'ont pas englouti les côtes, les villes ne se sont pas réduites en cendres. En apparence, rien n'avait changé. Pourtant, sous cette quiétude, tout avait changé. L'humanité avait vu l'inoubliable, entendu l'incontournable.
La sphère avait parlé au ciel, le ciel avait répondu, et dans cet échange, l'illusion de notre isolement s'était brisée à jamais. Pendant des siècles, nous nous étions raconté que nous étions les maîtres de notre propre récit. Nous avions cru que l'histoire était la marche de la volonté humaine, que les étoiles étaient des lumières lointaines sans incidence sur notre destin. La découverte de la sphère Bugger avait crevé un trou dans cette croyance. L'apparition d'Atlas l'avait élargie en une blessure qui ne se refermerait jamais. Si nous étions observés, si nous étions testés, si nous faisions partie d'un cycle bien plus ancien que nos civilisations, alors notre histoire n'était pas la nôtre. C'est un chapitre d'un livre écrit par des mains que nous ne pouvons pas voir. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant, car cela signifie que nous sommes petits, fragiles et vulnérables, soumis à des forces hors de notre contrôle. Libérateur, car cela signifie que nous ne sommes pas seuls, que l'univers est vivant d'intelligence, et que l'histoire de la vie est plus vaste que nous ne l'avions jamais imaginé. Pour certains, c'est le désespoir, pour d'autres, c'est l'espoir, mais pour tous, c'est l'inévitable. Les mythes de nos ancêtres n'ont plus l'air d'histoires imaginaires. Ils ressemblent à des souvenirs, déformés mais réels. Des avertissements transmis à travers le temps par des symboles et des chansons, des déluges, des incendies, des cercles de lumière et des dieux descendus. Tout cela n'est que l'écho de cycles passés, de rencontres passées, d'épreuves passées. Nous les avons rejetés comme des mythes, et pourtant ils ressemblent maintenant à une histoire écrite en métaphore. Si cela est vrai, alors nos ancêtres ont été confrontés à la même question que nous aujourd'hui, et leurs réponses ont déterminé leur survie. Les ruines qu'ils ont laissées sont un rappel de ce qui arrive lorsque les civilisations sont jugées et jugées insuffisantes. La leçon de la bugosphère et de l'Atlas n'est pas seulement que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes incomplets. Nous sommes une œuvre en cours, une expérience en cours, une histoire inachevée. Les architectes se sont révélés, mais seulement brièvement, juste assez pour nous rappeler que le cycle continue. La vraie question n'est pas de savoir ce qu'ils voulaient, mais ce que nous allons faire de la connaissance qu'ils nous ont donnée. Allons-nous nous effondrer dans la peur, nous déchirer en débattant de significations indémontrables? Allons-nous construire des religions autour des artefacts, attendant passivement que les dieux nous sauvent ou nous condamnent? Allons-nous nous replier dans le déni, prétendant que rien ne s'est passé, nous consolant dans le silence? Ou allons-nous nous élever? Accepterons-nous que l'univers est plus étrange que nous ne l'imaginons, que notre histoire est plus ancienne que nous ne le croyons, et que notre avenir n'est pas écrit? Si cet essai est réel, alors peut-être que les architectes ne cherchent pas la perfection, mais le potentiel, pas l'obéissance, mais la résilience, pas le silence, mais l'imagination. Peut-être que le véritable test est de savoir si nous pouvons faire face à l'inconnu et continuer d'avancer, de continuer à créer et de continuer à chercher la vérité. Si c'est le cas, alors le message à l'humanité est simple. Nous ne sommes pas finis et nous ne sommes pas impuissants. Le compte à rebours est terminé, mais un autre viendra. Atlas s'est éloigné, mais un autre vagabond le suivra. La sphère est silencieuse, mais elle pourrait se réveiller à nouveau. La boucle n'est pas terminée, juste en pause. Les architectes ont une patience infinie, et ils attendront aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Quand le prochain moment viendra, serons-nous prêts? L'humanité se tient maintenant au seuil de deux futurs. L'une est que nous continuons comme nous le faisons, divisés, effrayés, nous accrochant aux vieilles certitudes même si elles s'effondrent. Dans ce futur, le prochain défi nous abattra comme il a abattu ceux qui nous ont précédés. Dans l'autre futur, nous faisons face à la vérité, nous embrassons le mystère et nous relevons le défi. Dans ce futur, le prochain test pourrait nous propulser dans une nouvelle ère, une ère où nous ne sommes plus des sujets mais des participants, plus des cobayes mais des explorateurs. La sphère est silencieuse, mais sa présence parle. Le ciel est sombre, mais sa mémoire brille. Les architectes restent cachés, mais leur ombre nous enveloppe. L'histoire n'est pas terminée, et la fin n'est pas encore écrite. Le message n'est pas simplement que nous sommes observés, jugés ou testés. Le message est que nous sommes vus, que nous comptons et que nos choix créent des ondulations qui se propagent à travers le cosmos. Nous ne saurons être jamais ce qui a été dit entre la sphère et Atlas. Nous ne pourrons être jamais déchiffrer la langue ni saisir l'intention. Mais nous savons ceci. Ils ont parlé, et dans leurs paroles, ils nous ont rappelé la plus ancienne de toutes les vérités. L'univers est vivant et il écoute.